La décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie, ça a été d'entreprendre. Depuis 2024, c'est 1122 pèlerins accompagnés. Elle n'est pas morte, mais cérébralement, elle est plus parmi nous. Et quand tu te retrouves seul avec tes idées. J'ai jamais vu se plaindre une seule fois. Dans ces épreuves-là, on valide notre foi. La mort aujourd'hui ne prévient pas et elle n'a pas d'âge. Plus Dieu t'aime, plus il veut que toi tu l'aimes. Ta vie ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Tu es à Dieu et tu es pour Dieu. On ne réussit que ce qu'on aime vraiment faire. Kiffez, faites ce que vous aimez. Lancez-vous dans ce que vous aimez. C'est là où vous allez réellement trouver le bonheur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nia, où aujourd'hui j'accueille Mehdi Mouritedine. Voilà, vous sentez là ce que je fais là? Ça c'est le cœur, c'est la famille, c'est mon frérot, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un qui m'a fait grandir quand j'étais encore tout jeune. Vous voyez l'époque où je rate mon baccalauréat, que je suis pas très sérieux dans ma vie, et j'ai croisé des personnes comme ça qui m'ont beaucoup aidé, avec qui on a créé de belles choses, on a eu de belles histoires. Il a un parcours formidable, on vient de la même ville, il est ingénieur de formation. Vous allez voir, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse aujourd'hui sur Terre, quelqu'un qui inspire, qui apporte beaucoup de valeur. J'aimais beaucoup passer du temps avec lui parce que quand je ressortais de nos échanges, de nos sorties, je ressortais toujours avec un savoir, une connaissance, un apprentissage qui me permettait d'avancer dans ma vie. Et aujourd'hui, je me suis dit, Mehdi, c'est obligatoire. Il faut absolument qu'on se voit, qu'on discute, qu'on passe, parce que tu apportes beaucoup de valeur aux personnes aujourd'hui. Tu as choisi d'entreprendre ensuite derrière, de monter un projet pour les autres, un projet pour accompagner les autres, qui aujourd'hui est en train de se développer avec une très belle success story. Et on va aussi revenir dessus. Ton histoire, ton enfance, d'où tu viens, comment tu as vécu les choses, comment t'es passé de ingénieur à entrepreneur, comment t'as pris cette décision. En tout cas, merci d'être là. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui. L'honneur et le plaisir est partagé. Clairement, merci à toi pour tout ce que tu fais autour de nous tous. Comme tu l'as dit, je m'appelle Mehdi Mouritedine. Sur les réseaux, on me connaît très très particulièrement sous le nom de Mehdi Omra. Voilà, donc on a vécu toute une époque ensemble, depuis l'adolescence jusqu'à se marier, jusqu'à avoir des enfants, jusqu'à s'épanouir dans ce qu'on fait. Et particulièrement, ce qui me touche particulièrement avec toi, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'est vu hier, avant-hier, ou toutes ces années ou ces mois où on s'est pas vu, elles sont réduits très rapidement lorsqu'on se voit. On dirait qu'on s'est vu hier. Ah. Et ça, c'est fort parce que on a un moment de partage dans notre vie, notamment le lycée, notamment le moment où t'as raté ton bac et où j'ai eu mon bac. C'était pas le même bac en plus. C'était pas le même bac et j'ai pas pu j'ai pas ressenti cette envie de vivre cette victoire du baccalauréat parce que autour de moi j'ai des personnes qui l'ont pas eu, des personnes chères à mon cœur. C'est plus qu'une histoire qu'on a vécue ensemble parce que on connaît nos familles réciproques et ça c'est quelque chose de très très fort pour ce qui va suivre après parce que ce que j'ai développé c'est en partie avec les discussions, les échanges qu'on a eus et ça tous ceux qui t'ont rencontré te remercieront. Voilà, donc si tu veux qu'on parle de ma formation, donc effectivement. Nickel. Non, déjà un peu d'où tu viens. D'où je viens. Où est-ce que t'es né? Comment t'as vécu? On va prendre le temps. Hein. Là, on va prendre vraiment le temps de décortiquer qui est ce Mehdi là. C'est parti. Avant tout, je suis issu d'une famille scientifique. Mon père, professeur de mathématiques et de physique, doctorant en sciences appliquées. Il a voulu nous baigner très jeunes dans l'informatique et dans les sciences. Après le collège, en collège un peu difficile dans la banlieue, il décide de m'envoyer à Versailles. Bon, on arrive dans un milieu qui n'est pas le nôtre, un milieu différent d'où on a passé les 4 années de collège, c'est pas facile. On rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux comportements. Et donc je passe mes 3 années au lycée La Bruyère à Versailles, un lycée qui est un peu très, très dur en termes de travail, des professeurs très impliqués. Tout se passe bien après ces 3 années de lycée.
Et on passe donc les études supérieures par la classe prépa. Les classes prépa au lycée Descartes, là où nos chemins se croisent, toi et moi, puisque tu étais au lycée du coup à ce moment-là, pour ta deuxième tentative de bac, c'est ça? Voilà, donc c'était ces années qui étaient un petit peu difficiles, parce que les classes prépa, c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, à l'issue des concours, on intègre une école d'ingénieur pour 3 ans. 3 années d'études intenses pour décrocher le titre d'ingénieur, et à l'issue duquel on va travailler dans plusieurs entreprises dans le domaine de l'informatique. Donc je passe du code pur et dur au côté carte de paiement électronique, et ensuite je passe sur la partie cloud. Donc j'ai pris un peu la main sur la partie cloud de Microsoft, etc. Et tout au long de cette petite carrière en entreprise, eh bien, on se découvre une âme d'entrepreneur. On a envie de faire d'autres choses, de découvrir d'autres domaines. Mais en parallèle avec ça, j'aimais énormément voyager, comme tu le sais, et surtout, aller à la Mecque et à Médine. Pareil, on a baigné dans ça depuis très jeune, parce que mes parents vraiment nous ont inculqué ces valeurs-là depuis le premier âge. J'étais en 4e la première fois que mes parents nous ont emmenés en Umrah. Et c'est devenu une routine, un coup de cœur incroyable. Comment tu dis ? Un rituel. Un rituel, voilà. Chaque année, les vacances scolaires, mon père, il nous prenait. Au-delà du fait d'aller au bled et d'aller rendre visite à la famille, hein, c'était devenu quelque chose de normal, de partir en Terre Sainte, d'apprendre encore plus notre religion, de s'accrocher à cette partie cultuelle. Et j'ai développé un amour pour ça. Donc petit à petit, en parallèle de mes études et en parallèle de mon parcours professionnel, j'ai intégré des agences de voyage pour un peu initier, accompagner et comprendre le fonctionnement, tout simplement. À partir de 2024, j'ai lancé ma société qui permet aujourd'hui à un grand nombre de personnes d'effectuer son pèlerinage dans les meilleures conditions, un accompagnement vraiment très personnalisé avec pas mal de choses qu'on a intégrées en plus pour faire de ce voyage le voyage inoubliable d'une vie pour le pèlerin. Magnifique. Et vous avez accompagné combien de personnes jusqu'à aujourd'hui ? Donc depuis 2024, c'est 1122 pèlerins accompagnés. Incroyable. On a un nombre exact parce que on a chaque groupe, on a un nombre exact de pèlerins, et aujourd'hui, en 2 ans, on a dépassé les 1000 pèlerins accompagnés. Ok. J'ai plein de questions à poser. Ouais. Mais je vais revenir dans le passé. En fait, moi, des fois, je reste bloqué. Bien sûr. Parce que j'ai plein de questions à poser pour que les gens puissent comprendre réellement comment t'en es arrivé à là. Et après, on rentrera dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, c'est parfait. C'est exactement ça que j'attendais. Comment t'as vécu ton enfance ? Je suis l'aîné d'une petite équipe de 4 frères et sœurs. Un petit frère... on a 2 ans de différence, donc on était très proches, et 2 petites sœurs. On est un peu éloignés, les petites sœurs, mais voilà, on a vécu dans une belle atmosphère, dans une belle ambiance d'une famille religieuse. Donc on est très accrochés et sur la partie religieuse. Pourquoi ? Parce que c'était connu de tous. Mon père était prof dans un collège privé catholique. Donc il était toujours en contact avec des personnes religieuses. Et on a beaucoup participé aux rencontres islamo-chrétiennes, on a participé aussi à différentes rencontres dans la France au niveau national, mais aussi au niveau européen, des rencontres de musulmans, etc. Et donc on a vécu dans une famille traditionnelle, on est accroché à nos valeurs, alhamdoulilah, nos valeurs cultuelles. Et en même temps, nos parents étaient très protecteurs, donc on pouvait pas sortir avec n'importe qui, on pouvait pas fréquenter n'importe qui, il fallait être parmi les premiers dans les matières scientifiques, et fallait rendre honneur à nos parents qui avaient travaillé. Donc il y avait des enfants du quartier qui avaient des parents qui n'étaient pas intellectuels, et d'autres dont leurs parents étaient intellectuels, et ces enfants-là, on était assez protégés, et il fallait pas sortir avec n'importe qui.
Et si on sortait avec des enfants, il fallait que nos parents connaissent les parents de ces enfants-là. Ok. Donc c'était assez particulier. On retient que des bons souvenirs de tout cela. Mais à partir de l'âge de 18-19 ans, mon père est tombé malade d'une maladie assez dure. On a vécu avec lui toute sa maladie qui a abouti par un décès que tu as vécu avec nous dans les plus grands détails, même le moment, et je le dis avec vraiment énormément d'émotion, le moment où j'ai eu l'info du décès de mon père, tu étais présente, c'était toi qui étais présent à mes côtés à ce moment-là. C'était à la mosquée. C'était à la mosquée. Au Fajr. C'est ça, c'était pendant le Ramadan de 2016, ça fait 10 ans cette année que mon père est parti. Et ces 5 mois qui précèdent le décès, on allait presque tous les jours au chevet de mon père. Il nous conseillait, il nous parlait de son expérience, il nous donnait vraiment des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on les retient, on les retient très très fort, de manière très forte. Donc c'était un moment difficile parce que étant l'aîné de la famille, ben, tout le poids et toute comment on appelle ça, toute la responsabilité m'est tombée dessus d'un coup. On avait des personnes qui nous ont aidés autour de nous, mais voilà, c'était la période, on va dire, qui nous a encore plus formés. Et tu l'as bien vu hein, tout au long de sa maladie, tout au long de ses visites qu'on a pu faire à son chevet, et après son décès, le tournant que ma vie a pris. Et donc, avec ça, la vie nous donne vraiment des grands coups de boost, et on le voit après des années. C'est vrai que quand on allait les visiter, je l'ai jamais vu se plaindre une seule fois. Ouais. J'ai pas un seul souvenir où il s'est plaint de sa maladie. Tu vois, il avait même, on dirait, plus d'énergie que nous. Ouais. Tu vois, c'était incroyable. C'est la façon dont tout le monde le voyait. Et c'est là où on voit une personne qui met en pratique tout ce qu'elle a appris durant sa vie, qui patiente, qui sait, qui a conscience clairement, qui a foi en la destination finale. Et donc, c'est ces moments-là qui nous boostent, nous, parce qu'on arrive avec notre santé, on arrive avec notre énergie, et on se retrouve à puiser de l'énergie du malade. Et on a beaucoup apprécié ces moments-là. Je me souviens, on partait après ton foot. Hein, après ton foot, le soir, on ramenait à manger, on s'asseyait, on discutait à des heures vraiment tardives, à tel point que même les infirmières nous laissaient passer des moments particuliers. C'était pas forcé, hein. On y allait naturellement, et en fait, on aimait passer du temps. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est au moment du décès, on était ensemble. C'était puissant, c'est-à-dire on l'avait visité quelques heures avant. Et on a passé la soirée ensemble à la mosquée en cette nuit de Ramadan, et on a eu l'information à ce moment-là, et après tu es resté avec nous, avec ta famille tout au long. On n'oubliera pas ce passage. C'était quoi si tu te rappelles ce qu'il nous avait dit, le plus gros conseil. Voilà, le plus gros conseil, celui qu'on a toujours essayé d'appliquer. Alors depuis les années du lycée, on a créé un petit groupe. On se retrouvait assez souvent. Des fois, on se retrouvait, on dormait ensemble, et c'était vraiment exceptionnel, que ce soit chez toi, chez moi ou chez nos autres amis. Et il nous a vus très proches. Et il nous a dit, attention, des personnes, des ondes négatives, des shayatines, comme on dit, des diables, des démons, vont essayer de vous séparer. Dès qu'on voit cette puissance positive, eh bien, il y a toujours une onde négative qui vient pour contrer, une onde du mal qui vient contrer les ondes du bien. Et mais il nous l'a dit clairement, si ça arrive et que vous commencez à vous effriter, à vous bagarrer, vous chamailler, carrément ne plus vous parler, eh ben, rappelez-vous des bons moments, et rappelez-vous qu'il y a des personnes qui veulent vous diviser, et à ce moment-là, vous allez revenir l'un et l'autre. Ouais. Ça, je trouve que c'est un conseil qui est extrêmement fort. Parce que c'est la vérité. En fait, quand tu fais preuve de bon sens, quand tu sais qu'il y a le bien et il y a le mal, bien sûr, tu sais que le mal n'aime pas le bien, toujours, par nature. Et donc le mal va toujours faire en sorte de gâcher le bien, le diviser. Tu vois. Alors que de base, des belles âmes étaient connectées, faisaient de belles choses ensemble, entreprenaient de belles choses ensemble. Tu vois.
Oui, Mais ça, c'est l'image même du couple. Ouais. Un couple, un homme, une femme qui se rencontrent et qui créent vraiment des belles choses, des enfants, ils allient leurs forces pour créer de l'amour, du bonheur, etc., de la joie. Eh bien, il y a toujours des personnes de ce monde ou de l'autre monde. On peut croire en ce qu'on veut, mais il y a toujours quelque chose qui vient un peu effriter et créer de la zizanie, malheureusement, c'est le cas de le dire, et qui veut que ces personnes se séparent. C'est la même chose pour des amis et pour des personnes qui créent de la valeur ajoutée ensemble. Et du coup, moi je me rappelle, ton père était très très dur avec toi. T'étais heureux quand t'étais enfant ? Est-ce que tu sais revenir sur ça et te dire, ok, là j'étais heureux? Parce que moi, par exemple, pendant très longtemps, je pensais que mon père il me détestait. Moi, il était extrêmement dur avec moi, pas de la même manière, d'une manière différente, avec une éducation différente, mais il était extrêmement dur et je pensais qu'il me détestait carrément. Tu vois, je me dis, attends, mon père, c'est pas possible. Des fois, je me dis, attends, c'est sûr, je suis son fils, tu vois. Comment il peut être hard comme ça avec moi à ce point-là? Et j'ai toujours été heureux, mais vis-à-vis de lui, je le comprenais pas. Et j'ai commencé à comprendre plus tard, tu vois. Je sais pas, toi, comment t'as vécu les choses. Parce que je sais qu'il est... il te lâchait pas, en fait, tu vois. Il était très, très dur. Bah, tu l'as connu, hein, et tous ceux qui l'ont connu savent qu'il était très, très dur, très, très à cheval sur tous les faits et gestes. Mais je pense, ce qui m'a laissé ne pas penser qu'il me détestait, c'est tous les voyages qu'on faisait. Parce que pendant les voyages, comme il était prof, donc toutes les vacances scolaires, on sortait. J'ai aucun souvenir de vacances scolaires qu'on a passées à la maison. C'était soit visite de la famille, soit visite d'un pays en Europe, soit visite d'une autre ville, soit camping. On a fait les scouts. Donc, je pense que ces moments où on sortait, on extériorisait. Mais effectivement, à la maison, on avait peur de dire qu'on avait fait une bêtise à l'école. Quand l'école appelait ou le collège appelait, c'était compliqué. Quand on avait une mauvaise note, c'était compliqué. C'est quoi une mauvaise note pour vous? Parce qu'en fait, il y en a une mauvaise note. C'est vrai, il y en a une mauvaise note. C'est 14. Voilà. C'est 14, en dessous de 15. C'est important de le dire. Parce que pour certains, en dessous de 15. C'est une mauvaise note, tu vois. Non, en dessous de 15. En dessous de 15 dans les matières littéraires. Par contre, les matières scientifiques, même si j'ai 18 ou j'ai 17 et je suis pas le premier, c'est une mauvaise note. Il parlait pas de la note, il parlait du classement dans la classe. Si j'ai 9 sur 20 et je suis le premier, bah t'es le premier. T'as eu la meilleure note, tu vois. Donc c'était plus le classement que la note en elle-même. Donc c'est la compétition en fait. C'est ça. Les matières mettait dans un mood de compétition avec les totalement. autres. Totalement. Dans les matières scientifiques, maths, physique, SVT, chimie, c'était tu dois être parmi les premiers. Ils disent tu as moi à tes côtés que les autres n'ont pas. Je te donne des méthodes, je te donne des astuces pour aller plus vite, pour comprendre plus vite. Mais je t'ai dit, 90% des contrôles qu'on a fait, que ce soit au collège ou au lycée, même en prépa, quelques énoncés, je les ai fait à la maison avant. Parce qu'il vient, il me donne l'énoncé. Il me dit, tiens, ça peut tomber. Donc il me donne quelque chose qui... J'avais pas de livre. Il te prépare. Voilà, c'était déjà préparé. Bien sûr. Donc pour lui, c'était inconcevable. Et du coup, ça se passait réellement? C'est-à-dire que tu as toujours été premier ou faire partie du premier? Maximum troisième, ouais. Maximum troisième. Brevet, par exemple, j'avais la meilleure note du collège. Au bac, pareil, j'avais la meilleure note de notre lycée. Si ce n'est, si je me souviens bien, dans les Yvelines. Donc oui, c'était dur, mais on y arrivait, quoi. Après, il a lâché. Au niveau de la prépa, ça y est, il a commencé à lâcher. Au niveau de l'école d'ingé, pareil. Mais voilà, il y avait cet accompagnement, on va dire, très profond. Mais en même temps, pendant les vacances scolaires, on faisait autre chose. C'est-à-dire qu'on avait un programme pendant les vacances scolaires, quand on se réveillait, jusqu'à dormir le soir. Il y avait vraiment un programme et il nous faisait beaucoup sortir. Donc, toutes ces sorties comblaient un peu. Il y avait un équilibre, je pense. Donc j'ai jamais senti qu'il me détestait, j'ai jamais senti qu'il était qu'il faisait ça contre moi, parce que je voyais qu'il faisait la même chose avec le petit frère. Il faisait pas la même chose avec les petites sœurs, c'est différent. Parce que, mais le premier il prend toujours plus. Bien sûr, il prend toujours plus. Le premier, il prend toujours plus. Parce que c'est les parents, ils se disent je veux qu'il soit meilleur que moi, je veux qu'il ait la meilleure éducation selon eux. Mais effectivement, ouais, c'était une magnifique période. Je retiens que des bons souvenirs, mais j'ai jamais senti qu'il
qui faisaient ça contre moi ou qui me détestaient. Ok. Ouais. Et la maman, du coup, ça se passait comment? La maman dans tout ça, Parce que la maman, elle était dure aussi. Elle était dure aussi, non? Elle était dure, mais c'était la douceur, c'était l'équilibre parfait, c'était la douceur, c'était la meilleure amie. On pouvait tout lui dire. Maman, j'ai fait cette bêtise-là. Maman, j'ai commis telle faute à l'école. Si on avait une heure de colle, un mot, quelque chose qui allait pas, c'est elle qui adoucissait le dialogue avec le papa. Donc c'était la porte d'entrée, on pouvait tout lui dire. Elle ne jugeait pas. Elle n'était pas là à mal nous parler ou nous punir ou quoi que ce soit. Mais toutes les bêtises qu'on faisait à la maison, c'était elle qui punissait. C'était elle qui punissait à sa manière. Elle nous pince. T'as vu les petites pincettes sur les cuisses? Les petites pincettes. Voilà, mais la maman, avoir des cuisses en cuir, là. Oh non, c'est des petites pincettes. C'est la maman. La maman, c'est la douceur, c'est le bonheur, quoi. Ok. Et du coup, ton frère Anas, là... Ouais. Anas, là, il est au Japon. Ah, il voyage beaucoup. Là, il est au Japon. Il travaille avec toi, je crois, maintenant, non? Alors, il travaille avec moi sur certaines périodes. Okay. D'accord, il travaille avec moi sur certaines périodes parce que voilà, il aime aussi tout ce que je fais et il apporte aussi beaucoup de choses. On est soutenu que par notre propre famille. On le voit à travers ta sœur et ça, c'est clair. Hein. Ouais. Nos frères, nos sœurs, c'est ceux qui nous soutiennent les premiers. Mais il a lancé aussi son activité et il a fait aussi une classe prépa. Il a fait aussi un début d'école d'ingé. Donc il a fait sa route et aujourd'hui il a entrepris lui aussi de son côté dans le voyage, pareil, mais voilà, il a voulu faire aussi ce qu'il aime. D'accord. Donc pour vous dire aussi, hein, les parents quand ils sont là derrière nous, ils nous tracent notre route et ils veulent qu'on soit vraiment sur cette voie. Mais quand ils partent, on est complètement déboussolé, hein, on est complètement dans la nature, dans une vie qui est difficile, compliquée. Et finalement, on ne réussit que ce qu'on aime vraiment faire. On ne réussit que ce qu'on aime vraiment faire. Et c'est ce que je conseillerais aux personnes qui se sentent perdues. Vraiment kiffer, faites ce que vous aimez. Lancez-vous dans ce que vous aimez. C'est là où vous allez réellement trouver le bonheur. Ok. Non, on va passer un bon moment là. J'ai plein de questions. Avec plaisir. Il y a quelques années, je sais pas si tu vas en parler, mais il y a eu une épreuve difficile dans la famille. Ouais. Tu vois de quoi je parle. Ouais. Si tu veux en parler, on en parle. Bien tu peux en sûr. parler, on Bien skip, sûr. on passe à autre chose. Bien sûr. Juste, si tu veux en parler, Bien sûr. qu'est-ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. À n'importe qui, à soi-même. Peut aider tout le monde, et je trouve que vous avez une force de caractère qui est énorme, tu vois, dans ces épreuves. Ça va faire 3 ans. En avril, ça va faire 3 ans que la toute dernière, la petite sœur, la fin de cette famille, a perdu sa conscience, perdu son cerveau à travers un accident de la route catastrophique. Un jeune à toute allure a traversé un rond-point, il a percuté Lina qui était en trottinette électrique. Donc attention à tous ceux qui sont en trottinette électrique, portez vos casques, prenez les pistes cyclables. Si vous pouvez prendre un autre moyen qu'une trottinette, prenez-le, allez à pied. Ça, on le dit qu'après les accidents, malheureusement. Mais pour résumer, voilà, elle a perdu sa vie complètement. Elle n'est pas morte, mais cérébralement, elle est plus là. Elle est plus parmi nous parce que elle est dans un état végétatif chronique, dans un hôpital spécialisé. Ce qu'on appelle état végétatif chronique post-relationnel. Et donc elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans, qu'est-ce que je raconte? Elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans. Elle en a 20 ans maintenant. Elle aura 21 ans là en avril. Elle avait 18 ans. Elle venait tout juste d'avoir son bac. Elle venait tout juste de fêter ses 18 ans. Donc c'était arrivé le 15 avril. Et elle est née le 5 avril. Donc elle vient tout juste d'avoir son bac, d'avoir ses réponses sur Parcoursup, si je me souviens bien. Et elle allait au lycée pour présenter durant les portes ouvertes. Donc sur ce chemin, entre la maison et le lycée, cet homme l'a percuté. Et donc jusqu'à aujourd'hui, elle est dans cet état. C'était très dur pour ma mère, pour tous, mais essentiellement pour la maman, parce que voilà, sa toute dernière qui vit avec elle à la maison. Nous, on a tous pris notre envol, on est tous à l'extérieur, et celle qui lui donnait toute l'énergie à la maison, elle n'est plus là. Et c'est notre organisation qu'on a eue, aller à l'hôpital. Donc tu as vécu aussi ces moments avec nous, on était tous les jours à l'hôpital,
sur Paris, et c'était assez dur, Mais voilà, on garde espoir, parce qu'elle est très bien accompagnée. On remercie d'ailleurs tout le cadre et le personnel aide-soignant qui ont été là, et qui demandent toujours après elle, même si elle est sortie de l'hôpital. Elle est passée par un moment de coma, et après elle s'est réveillée, elle a eu des complications tout au long, jusqu'à aujourd'hui, des complications de santé, et des épilepsies qui surviennent à tout moment. Mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu ce domaine, elle est toujours dans un état végétatif chronique. Ok. Et quand c'est des choses comme ça qui t'arrivent, tu te dis quoi en fait, tu vois? À ce moment-là, tu te dis quoi? Alors il y a 2 cas de figure. Soit tu es religieux, et c'est à ce moment-là où tu te souviens de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as entendu. Soit tu ne l'es pas suffisamment, et à ce moment-là, il faut quelque chose d'extérieur qui vienne t'aider à pas sombrer, à pas chuter. Si tu es religieux, eh bien, il y a toutes les notions de patience, toutes les notions de destinée, de destin qui arrivent. Et donc, tu vas te remonter le moral avec toutes ces histoires et toutes ces notions. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est aussi la bonne compagnie autour de toi. Donc, ma mère, par exemple, a trouvé des sœurs, des amis proches qui étaient toujours là avec elle tous les jours, qui apportaient à manger, qui apportaient un soutien émotionnel, un soutien vraiment très fort. Et si t'as pas ces amis-là, tu peux te retrouver seul. Et quand tu te retrouves seul avec tes idées. Tu te retrouves seul avec ce que ton intérieur et ton subconscient va te dire. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Donc, toujours avoir une bonne compagnie, toujours avoir un bon soutien moral, psychologique, extérieur. Et si tu n'es pas religieux, là, comme j'ai dit, il faut trouver quelque chose extérieur à qui parler, à qui tout lâcher, à qui tu peux t'exprimer ouvertement. Psychologue, psychanalyste, psychiatre, etc. Sinon, on a notre Dieu et on lui parle déjà assez souvent. Voilà, si je peux diviser les choses en deux parties. Nous, on a trouvé du réconfort dans notre bonne compagnie, dans ces amis qui étaient là pour nous. Et on a trouvé du réconfort dans la religion. Je pense que ça, c'est très, très fort. Et c'est là où on valide clairement notre foi. Dans ces épreuves-là, on valide notre foi. Finalement, on se dit, ça peut arriver à n'importe qui, à tout moment. Je pense que tous aujourd'hui, on a des personnes autour de nous qui sont décédées à des âges assez tôt. Tous. La mort aujourd'hui ne prévient pas, et elle n'a pas d'âge. Donc voilà, c'est prendre conscience pour soi-même, ça peut m'arriver aussi, et avoir foi en ton destin. Et est-ce que ça te... Du coup, c'est quelque chose qui te pousse à faire encore plus de prières, à être encore plus proche de Dieu? Pas forcément être plus proche, parce que ça va arriver avec le temps. Tu peux arriver... En fait, l'être humain, il est toujours comme ça. Quand une épreuve lui arrive, c'est là où il se tourne vers Dieu. On connaît cette petite histoire où même la personne... moi, dès que j'ai une galère, je suis là. Mais même la personne athée. La personne athée, dès qu'elle est dans une situation de difficulté, oh mon Dieu, le oh mon Dieu sort tout seul. C'est instinctif. Dès que je prends l'avion, tu sais. Dès que je prends l'avion, alors la prière, je la fais toujours à l'heure. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que l'être humain, dès qu'il lui arrive une épreuve, c'est instinctif, il va s'en remettre à une force qui est beaucoup plus grande que lui, qui, pour lui, c'est elle qui gère tout. Donc, facilite-moi. Et c'est dans les moments de facilité où la personne se trouve éloignée et se dit c'est loin, ça m'arrive pas. Et ça, c'est inconscient. Mais dans ces moments difficiles, c'est se dire je m'accroche plus. C'est pas je suis plus proche, c'est qu'il faut que je m'accroche plus, il faut que je me ressaisisse, il faut que je parfais correctement ce que je fais déjà. Prier à l'heure, faire tes invocations protectrices, etc., etc. Parce que si quelque chose m'arrive et que c'est dans ma destinée, au moins je suis déjà bien préparé. Si, on le dit, si tu sais que c'est maintenant ton heure et que tout de suite tu vas partir, comment serait ta dernière prière? Donc, c'est pas forcément être plus proche de Dieu, parce que être proche de Dieu, ça reste chacun son cheminement, à chacun. Il y en a qui vont être plus proches de Dieu dans certains domaines, mais c'est plus être plus accroché, prendre conscience réellement.
Tu vois, c'est plus cette prise de conscience à cet instant. Et de toute façon, il y a un hadith que j'aimerais citer ici. Rendez visite aux malades et suivez les convois funéraires, ceci vous rappellera la mort. C'est clair. Il faut avoir dans son planning un moment où tu vas visiter les malades. Tu rentres juste dans un hôpital. Pas forcément visiter un malade de ta famille, mais visiter les malades. Juste rentrer, visiter les malades. Tu dis, ah ouais, tu vas avoir tous les âges. Suivez les convois funéraires. Tous les âges. Car ceci vous rappellera la mort. Après, à chacun ses convictions sur la mort et cette destinée, mais c'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Et ces épreuves-là, elle nous est arrivée à nous, mais elle est d'autant plus profitable aux autres qu'à nous. C'est tout le monde qui est touché. Parce que tout le monde a un enfant de 18 ans. Moi, je connais des parents qui ont interdit leur trottinette à leurs enfants. Ils étaient sur le point de leur donner une trottinette. Ah, attends, pas maintenant. C'est pas le moment. Tu vois. Et en même temps, si on fait quelque chose, il faut le faire dans les bonnes conditions. Porter un casque, aller sur une voie réservée, etc. Ok. Et on dit souvent plus Dieu t'aime, plus il t'éprouve. Plus il t'éprouve. Comment tu traduis ça? Alors l'épreuve, elle peut passer par plusieurs choses. Plus il t'aime, Dieu, plus il veut que ton cœur ne soit rempli que par son amour. Et si tu es animé complètement, ou dans ton cœur il n'y a que l'amour de Dieu, tu n'es plus attaché à aucune autre chose sur terre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc plus Dieu t'aime, plus il veut que toi tu l'aimes. Je vais donner un exemple et tu vas comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, pendant longtemps, il n'avait pas eu d'enfant. Donc il a eu des enfants qu'avec une seule femme, sa première épouse, Khadija radiyallahu anha. Et pendant longtemps, il n'a pas eu d'enfant. Son 7e enfant, il avait un âge très avancé. Plus de 60 ans, il avait. Donc déjà, un âge très avancé, c'est compliqué. Il l'a eu avec Marie al-Qibtiyya, Marie la Copte. Et lorsqu'il a eu cet enfant, il est sorti dans toute la ville en portant cet enfant en disant « Oh les gens de Médine, regardez, votre prophète a eu un enfant. Ruziqa nabiyukum bi walad, regardez cet enfant. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu a vu l'amour fort qu'apportait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son enfant et il l'a clairement éduqué dans ce sens. Il lui a dit non, il faut que dans ton cœur il n'y ait que l'amour de Dieu, que mon amour. Et donc il lui a ôté cet enfant. Cet enfant est mort à l'âge de 1 an et quelques mois, avant qu'il ne termine même son allaitement, pour lui dire tout ce qui te lie, tout ce qui te retient dans cette vie, je vais t'en débarrasser. Et donc si Dieu t'aime, il va faire en sorte que dans ta vie, il n'y ait que Dieu. Si ton objectif, c'est rencontrer Dieu dans un haut niveau, dans un très haut niveau, avoir des privilèges le jour dernier, parce que c'est pas tous ceux qui seront au paradis qui verront le visage d'Allah, qui verront Dieu. On peut être au paradis sans voir Allah. Et ce sont aussi des niveaux. Donc, en fonction de ce que tu veux dans l'au-delà, eh ben, il faut subir certains obstacles, certaines épreuves sur terre. Donc quand Dieu t'enlève, c'est pas pour te faire du mal. C'est pour te recentrer sur ton objectif. C'est moi ton objectif. Je veux que tu sois lié qu'avec... Et je l'ai vu chez ma mère. Elle s'est encore plus accrochée à son Coran. Elle s'est plus accrochée à ses amis, à ses cours. Et elle a retrouvé un refuge dans tout ça. Tu vois, tu comprends c'est quoi cet équilibre entre Dieu m'éprouve parce qu'il m'aime. Il t'éprouve en t'enlevant des choses. Et à chaque fois que Dieu t'enlève quelque chose, derrière il y a une notion de don. Il va te donner autre chose. À chaque fois qu'il t'ôte quelque chose, c'est pour qu'il te donne quelque chose d'encore meilleur. Je sais pas si t'es au courant, mais Safa, elle a eu un enfant. Ah non, je savais pas. Safa, elle a eu un enfant en janvier. D'accord. Elle l'a appelé Lina. C'est une Lina qui est plus là, une Lina qui est arrivée. Et c'est ça la vie. Tu vois. Donc Dieu t'éprouve pour te donner quelque chose de meilleur dont toi tu as besoin. Parce que notre cerveau, à nous, d'êtres humains, il est borné.
On voit que ce qui nous arrange et que ce qu'on veut. Et on sait très très bien, et on a conscience de cela, et on a foi en ça. Derrière tout malheur que nous on perçoit malheur, il y a un bien pour nous. Et si ce bien n'est pas perceptible ici, dans cette vie d'ici-bas, il est clairement reconnu et visible dans l'au-delà. Ouais. J'ai plein de choses plein de questions, mais... Lina, la petite fille, elle doit être contente. Ouais, elle est hyper contente. La grand-mère, du coup, maintenant. Bah, elle a passé 2 mois avec elle. Là, maintenant, c'est elle qui... Bah, elle est grand-mère pour la 3e fois. Mais cette Lina, elle a une place assez particulière chez nous tous, mais encore plus chez la maman. Et on voit que on avance et ça devient... Ta vie ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Tu es pour Dieu. Tu es à Dieu et tu es pour Dieu. Donc à toi de voir quel sens tu veux donner à ta vie et quel chemin tu veux prendre sur Terre. Ouais. Tu vois. Et c'est là où est-ce que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'association, le parti associatif, ce que tu fais dans la vie, il faut que ça converge vers la même intention. Vers la même intention. Ok, on peut gagner de l'argent dans l'entrepreneuriat. On peut vivre de l'associatif. Mais en fin de compte, cette intention commune de tout ce que tu fais, elle est unique. Pour Dieu. Tu vois. Pour mon au-delà. Pour construire ma vie dans l'au-delà. Tu vois. Et ça, c'est fort. Dans notre conviction en tant que musulman, tout ce qu'on fait doit être pour Dieu. Merci Mehdi pour ces bons rappels. On va continuer notre cheminement dans ce podcast. Et autre chose que je trouve extraordinaire chez toi, c'est tes multicasquettes. Tu vois, les multicasquettes, je trouve que c'est rare. Mais très souvent, tu vas avoir des personnes qui ont une culture extraordinaire, l'histoire, etc. et tout. Ou bien tu vas avoir des personnes, c'est des ingénieurs de ouf, des scientifiques. Ou bien tu vas avoir une catégorie de personnes, c'est des businessmen, des communicants, ils sont bons en marketing. Toi, j'ai l'impression que tu combines les trois. En fait, tu combines, machallah, tu vois, toutes les qualités. On a tous nos défauts, on a tous bien sûr, nos caractères et tout. Moi, je te connais, c'est-à-dire, je connais tes plus gros défauts, tu vois, mais je connais aussi tes plus grandes qualités. Mais à côté de ça, je trouve que tu combines des choses qui de base sont opposées quand même, tu vois. Très souvent, soit t'es un geek, tu vois, soit t'es un historien, t'as une culture de ouf, soit t'es vraiment un businessman, un communicant. Un geek, on t'a jamais battu à FIFA. Mais tu vois, quand je dis un geek, je parlais du côté ingénieur. Ingénieur, tu vois, ok. du côté scientifique, tu vois, qui creuse, tu vois, je parlais plutôt dans ce sens-là, tu vois. Okay. Comment ça se fait, tu vois? Parce que pour moi, les plus grandes boîtes, aujourd'hui, on parle toujours de ceux qui savent faire du business et tout, mais les plus grandes boîtes aujourd'hui, que tu prends Microsoft, tu prends Google, etc., c'est des ingénieurs derrière avec une grosse casquette de businessman, de marketing. Pour moi, c'est eux qui aujourd'hui sont les plus forts, tu vois. C'est ceux qui ont... Les ingénieurs qui arrivent à avoir cette casquette-là, pour moi, c'est les meilleurs dans l'entrepreneuriat. Parce qu'ils... en fait, ils sont dépendants de personne. Ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Ça, la vérité. Tu vois, ils ont tout ce qu'il faut. Un commercial, un businessman, quelqu'un de fort en marketing, il aura toujours besoin de l'ingénieur, du gars qui va lui développer son produit, son service, du fournisseur. Tu sais, en fait, il sera toujours dépendant des autres pour avancer. Alors que quand tu as ce profil-là, tu peux t'en sortir, entre guillemets, tu peux tout concevoir tout seul. Tu vois, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour concevoir ta solution, ton service, le marketer, le produire, le vendre. Tu vois, toi, tu vas directement vendre ton truc. Généralement, tu regardes bien, les ingénieurs, quand ils créent des solutions, leur plus grande difficulté en majorité, c'est de se confronter au marché, de se confronter aux clients, de se confronter aux prospects, d'aller vendre. Toi, non. T'es à l'aise pour développer le produit et t'es à l'aise pour aller en parler et le commercialiser derrière, tu vois. Et à côté de ça, une culture incroyable, une mémoire incroyable. On en parlera, mais tu connais le Coran par cœur. Tu l'as appris très tôt, très jeune.
peut-être plein de récitations. Peut-être tu vas même faire une petite récitation, l'histoire de... Tu vois? Ça vient d'où, en fait, tout ça? Ça vient d'où? Ça vient déjà de l'éducation des parents qui nous ont initiés à la curiosité. Il fallait toucher à tout. Il fallait apprendre des langues. On a appris l'arabe littéraire depuis très jeune. Comme tu le disais tout à l'heure, mon père était très dur, essentiellement dans cette éducation littéraire. Il fallait lire énormément, que ce soit en français ou en arabe. On parlait que l'arabe littéraire à la maison. On a appris l'arabe très jeune. Et l'arabe, on l'a pas appris dans les écoles, parce que si tu regardes, quand ils partent en école arabe, les petits jeunes, au bout de 5-6 ans, il a le même niveau. On comprend pas. Donc non, c'était vraiment une éducation dans ce sens-là, pour apprendre la langue arabe. La langue arabe qui est une clé maîtresse pour une ouverture internationale à tout. Il faut savoir que la langue arabe, c'était la langue internationale avant la Première Guerre mondiale. Et c'est à la chute de l'Empire ottoman, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire, à la chute de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, que l'anglais est devenu la langue internationale. Les archives sont écrites en langue arabe. Les archives du monde entier sont écrites en langue arabe parce que c'est la langue la plus ancienne qui n'est pas changée. Les langues latines se sont toutes divisées, toutes évoluées. La langue arabe, non. Et c'est une langue très riche. Et comme tu l'as dit, donc on a commencé l'apprentissage du Coran depuis très jeune. Qu'on a clôturé aussi, alhamdoulilah, très jeune, en apprentissage. À quel âge? 18 ans, 17-18 ans. La clôture par apprentissage, mais qu'il soit vraiment bien ancré et validé, 19 ans. Ok. Voilà. Mais c'est quoi la clôture? Parce qu'en fait, il faut que les gens ils se rendent compte. Tu vois, alors, le Coran, c'est 604 pages. 604 pages. C'est des chapitres, des surahs, qui sont juxtaposés les unes à côté des autres. Et après, donc, il y a un programme d'apprentissage. On va apprendre 5-6 lignes par jour, jusqu'à apprendre 2 pages par jour, jusqu'à apprendre 10 pages par jour, avec une révision intense. Et on continue jusqu'à aujourd'hui la révision. La révision, elle est toujours dans notre programme. Malheureusement, moins qu'avant, parce qu'on a d'autres préoccupations et d'autres choses à gérer. Mais la révision, c'est quelque chose qui doit se faire toute la vie. Et après, il y a cette pratique à côté, puisque chaque année, on guide la prière des Tarawih, la prière nocturne durant le Ramadan. Il y a aussi le fait de donner des cours, il y a aussi le fait de rencontrer des savants et des grands lecteurs qui te motivent, de rencontrer aussi d'autres personnes dans le monde qui sont meilleures que toi dans ce domaine-là, et ça te motive, tu vois, ça te motive petit à petit. Donc c'est la curiosité, la clé, hein, c'est la question que tu as posée au début. C'est la curiosité, être curieux, de comprendre, d'apprendre. L'histoire, c'est quelque chose de très important. Comprendre son histoire, connaître son histoire, que ce soit son histoire, l'histoire géographique ou l'histoire de manière générale, d'où on vient, qu'ont fait nos ancêtres. Donc c'est cette curiosité d'apprendre. La langue arabe, c'était une force incroyable qui m'a donné accès à beaucoup de choses, aux livres, aux hadiths, aux recueils prophétiques, à la religion. C'est une porte extraordinaire, la langue arabe. Parce que quand tu lis des traductions, c'est très, très, très souvent à côté de la plaque. Tu vois. Donc, l'éducation des parents, donc, qui t'inculquent, ils veulent que tu apprennes ça, que tu grandisses avec cet amour pour la religion et cet amour de transmettre. Et aussi, il faut savoir que pendant mes études en école d'ingénieur, pendant ces 3 années, j'ai compris que l'art oratoire, c'était quelque chose de très important. Se faire comprendre par l'autre, c'est quelque chose de très important. Et donc, j'ai créé une association d'art oratoire en école d'ingé. C'était quoi l'école d'ingé? C'était les Frais. Okay. Les Frais Paris. Et j'ai dit, pourquoi dans toutes ces entreprises ou dans toutes ces écoles, quand on parle d'art oratoire, il n'y a que des Français? Pourquoi? Des concours d'éloquence, des concours de débat. Et j'ai découvert ce monde. J'ai dit, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est ouf. Il y a de l'action, t'apprends en fait. T'apprends et tu deviens meilleur. Et j'ai intégré ce monde-là. Des étudiants à la Sorbonne, des étudiants à Assas, des étudiants dans toute la France, dans les plus grandes écoles. Ils ont du level. Ils sont très forts. Et t'apprends d'eux des exercices,
Et donc j'ai ramené cette fédération qu'on appelle la Fédération française de débat et d'éloquence, la FFDE. Donc je les ai ramenés dans notre école et on a créé cette association d'art oratoire et d'éloquence dans notre école d'ingé. Et cette association existe jusqu'à aujourd'hui. Donc pour te dire, on était les premiers à l'initier, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est comme ça qu'on a allié toutes ces qualités, hein, et qui nous donne ce qu'on a aujourd'hui, alhamdoulilah. La culture qui est importante, la lecture qui est tout aussi importante, écouter des conférences de personnes vraiment de grande qualité, ça c'est primordial. C'est primordial. Et surtout la curiosité. Tu vois, la curiosité, comprendre l'histoire, comprendre les guerres, les problèmes géopolitiques, ça c'est très important aussi pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc il y a le père qui est scientifique, donc qui transmet cette rigueur. En même temps, il comprend que la littérature, elle vient compléter tout ça. Donc, beaucoup de lectures en français, en arabe, l'apprentissage, concours d'éloquence. Donc, tu savais déjà très bien t'exprimer. Tu dis, il faut approfondir, il faut aller encore plus loin. Et... si tu te souviens, on a commencé à mettre en place des cercles pour nous et nos amis. Ouais, c'est vrai. On a commencé à mettre en place ça. Quand tu as intégré l'école de commerce. Ouais. Quand tu as intégré cette école, on se retrouvait énormément avant ça quand tu étais à la fac. Et mais qu'est-ce que je fais pas? Et si tu te souviens, petite anecdote sur LinkedIn. On en parle ou pas? Je sais même pas c'est laquelle. Mais côté rayon chips. Je m'en rappelle pas. Tu te souviens que j'étais en recherche d'un stage, ouais. Moi, pour ma première année d'école d'ingé. Donc moi j'étais en première année d'école d'ingé, tu venais de terminer ta deuxième année de fac. Ouais. Et tu dis mais qu'est-ce que je vais faire après? Viens, on s'inscrit tous les deux pour passer un petit concours et faire une petite école de commerce. Ouais. Moi je voulais avoir cette casquette de commercial aussi, et donc on s'est motivé dans ce sens-là. Toi tu t'es inscrit, moi je me suis pas inscrit finalement. Et après je t'ai dit il faut qu'on trouve le stage sur LinkedIn. Dans le rayon chips. Ah, j'avais pas LinkedIn à l'époque. C'est là où tu m'as dit, mais c'est quoi LinkedIn? Ah ouais, tu m'as dit, c'est quoi LinkedIn? Tu me dis, comme rayon chips, pourquoi on prenait des chips pour notre assise? Ah, ok. Hein, on prenait. Tu m'as dit, mais c'est quoi LinkedIn? LinkedIn, c'est le Facebook des entrepreneurs, c'est le Facebook des entreprises, c'est le réseau social où il faut être. Ok. Et c'est là que ça a commencé. Tu t'es inscrit sur LinkedIn, mon frère. Et toi, de toute façon, tu t'inscris dans un truc, tu te mets dedans, tu le lâches pas jusqu'au bout. Ah, je l'ai pas lâché LinkedIn. Ah, tu l'as pas lâché LinkedIn jusqu'à ce que tu deviens ce que tu es aujourd'hui, et c'est extraordinaire. Et c'est là où est-ce qu'on voit que on a voulu le bien même pour notre entourage. On voulait le bien pour nos amis. On a créé des petits séminaires entre nous. Chacun devait préparer un thème. En fait, ce qu'on faisait, c'est que tous les samedis soirs, on se réunissait chez quelqu'un, ça pouvait être chez moi, chez Mehdi, chez quelqu'un d'autre. Il y avait un petit repas, et très souvent, c'est les parents, ils étaient contents qu'on se réunisse le samedi soir pour apprendre des choses et tout. Donc, c'est eux qui nous préparaient le repas. Et on avait en fait des exposés qui étaient préparés. C'est-à-dire, chacun venait sur de l'histoire, sur de la culture, sur de la science. Il devait faire une présentation. Une présentation orale. Une présentation orale et projetée à l'écran. Projetée à l'écran. Avec un support. Et il y avait des évaluateurs. Des personnes qui évaluaient. Ils évaluaient le fond, la forme, le niveau de français, la qualité de la présentation, la qualité de la recherche. C'était magnifique. Et après, à la fin, il y avait un petit débat. Un petit débat où on s'amusait, on se fritait pour finir en FIFA. Ouais. Ça finissait souvent en FIFA. Ouais. Souvent, ça finissait en FIFA. Et ça, c'est un truc qu'on faisait. Et ça a grandi. Ça a grandi, c'est le Covid qui a arrêté. Ouais. Tu sais, parce qu'en fait, on s'est arrêté pendant la période Covid et après, on n'a plus jamais repris parce que chacun a. Après, on a fait quelques rencontres sur Zoom. On ramenait des personnes extérieures. Je pense qu'on devrait reprendre. On devrait reprendre. Pour moi, ça ne ferait pas de mal. On a besoin. Ouais. Maintenant, on a nos propres chez nous, maintenant. C'était magnifique. Ça, c'était un moment très, très particulier parce que ça faisait montrer aux autres ce qu'on avait appris, ce qu'on faisait. Toi, tu avais ta force et tout ton bagage que tu ramenais de ton école, de ce que tu découvrais aussi autour de toi. Tu as découvert un monde. Tu as découvert un monde qui n'était pas du tout le monde dans lequel on vit. Ouais. En école d'ingé, pareil, on découvre tout un monde, des personnes qui ont des objectifs incroyables.
nous, on arrive, on veut juste avoir notre petit diplôme, ressortir avec un petit salaire, nos parents soient fiers de nous, avec un petit titre, avec quelque chose. Mais eux, ils avaient des objectifs. Ils étaient vraiment... Ils voyaient loin. Ouais. Vois. Et c'est ça qui fait la différence entre eux et nous, tu vois. Bien sûr. Quand tu regardes, des fois, je vais dans des classes tu sais, de bac pro pour sensibiliser un peu les jeunes, parce que c'est eux qui manquent le plus d'informations. Et quand tu leur demandes, tu veux faire quoi dans la vie, ils ont tous globalement les mêmes réponses, tu vois. Moi, je veux monter mon petit projet, ou bien je sais pas trop encore ce que j'ai envie de faire, ou bien j'ai envie de, je sais pas moi, d'être commercial, ou tu vois, ils ont... Mais très souvent, c'est des métiers et des ambitions qui volent pas très haut, tu vois, ils sont pas très éduqués. C'est un objectif, mais ils sont plus perdus. En fait, ils essayent de répondre, trouver quelque chose, mais ils sont perdus. Et tu fais le même exercice dans des lycées beaucoup plus high level, on va dire. En fait, moi, je veux devenir président de la République, moi, je veux devenir ministre, moi, je veux être PDG de telle entreprise. Très jeunes, très tôt, ils ont des ambitions qui sont extrêmement grandes. Parce qu'ils voient leurs parents. Ils voient leurs parents. Ils sont informés. Ils entendent. Ils sont éduqués, ils entendent et tout. Et ça fait la diff. Parce que très tôt, ils construisent un chemin. Ils disent, OK, si demain, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là, bah voilà par quoi je dois passer. Et donc, eux, ils se préparent. Et donc, même si demain, ils sont pas présidents de la République ou ils sont pas astronautes, en fait, tous les efforts qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont appris les emmènent quand même. Mais ils atterrissent pas très loin. Ils atterrissent pas très loin. Ils atterrissent pas très loin de cet objectif. T'atterris quelque part. C'est ça. Pas très loin. Ouais. Ou bien dans un entourage de ce que t'as voulu comme objectif. Mais moi, je le vois dans nos enfants. Moi, mon fils, quand il voit que je suis à la tête de ma société, il dit, bah, j'ai envie d'avoir ma société. Il dit, moi, je vais avoir ma société et faire du bien autour de moi. Et, tu vois, c'est toujours comme ça. On est nous-mêmes les premiers exemples de nos enfants, nos propres enfants. Et après, bah, y a l'entourage dans lequel tu vas mettre tes enfants. Tu vois, quand mon père a décidé de nous prendre de plaisir d'un collège automatiquement à un lycée de la ville vers un autre milieu, c'était pas pour rien. Ce que j'entendais des autres élèves du lycée, c'était prépa, école d'ingé. C'est pas ce que tu vas entendre forcément dans un autre lycée en banlieue. Tu vas entendre quoi dans un lycée en banlieue ? BTS, peut-être bac pro, BTS. On dénigre pas ça, pas du tout. Mais il y a quand même des étapes à prendre en compte pour aller loin, aller très loin, tu vois. Donc ça c'est très important. Et c'est l'une des choses les plus fortes que nos parents nous ont données. On est d'accord sur ça. Non, franchement, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de discuter. Même quand on se voit, on discute de plein de choses, mais on ne prend pas le temps comme ça de revenir sur tout. Tu vois, donc je suis content. Je suis content de passer ce moment avec toi. Il y a aussi un moment très particulier qu'on a passé ensemble, c'est nos voyages. Lequel ? Parce qu'on a fait plusieurs. On a fait plusieurs. Celui au Maroc. On a eu un très beau voyage au Maroc. Ouais. Où on s'est dit, on va rencontrer nos familles. On est parti rencontrer nos familles dans nos quartiers. Donc ta famille, il y avait aussi notre ami avec nous. On est parti chez eux. Vous êtes venus chez moi. On a fait un petit tour au Maroc. C'était extraordinaire. C'était magnifique. Des souvenirs magnifiques. On raconte pas les embrouilles. En fait, dans tous les voyages, dans tous les trucs, il y a toujours des embrouilles extraordinaires. Bien sûr. Mais finalement, tu t'en rappelles pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire là, c'est parce qu'on y pense. En fait, tu te rappelles plus du voyage que de l'embrouille. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est que finalement, c'est des beaux moments qui restent. C'est normal parce que c'est des caractères qui vont cohabiter ensemble. Et on connaît cette phrase magnifique. Tu ne connais réellement quelqu'un que lorsque tu voyages avec elle ou lorsque tu fais du commerce avec elle. Ouais. Ça, c'est les deux moments où est-ce que la personne, elle se divulgue de son masque. Pourquoi on appelle le voyage en arabe as-safar ? As-safar, le voyage. Yusfir, en langue arabe, yusfir, as-safar. Yusfir, le voyage, te montre sur ta vraie nature. Fais apparaître ta vraie nature. Yusfir, c'est il enlève le masque. Ok, voilà. D'accord. Safar ou Yusfir ? Yusfir, as-safar. Pourquoi ? Parce qu'il te montre sous ta vraie nature. Qui es-tu vraiment ? Et c'est pendant le voyage où on voit la personne comment elle est au réveil. Quand il y a des discussions, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. C'est là où tu vois le caractère d'être humain. Donc oui, il y en a eu des embrouilles. Et heureusement, il y en a eu des embrouilles. C'est ce qui nous a formés, c'est ce qui t'a fait plus connaître l'autre. On prend sur nous, on apprend à dire pardon. On apprend à reconnaître nos erreurs. C'est important. C'est important. Non, on en a fait des voyages. Franchement, magnifique. Ouais.
là, on va continuer à avancer, là. Mais pas... De base, on avançait vers le passé. Ça se dit pas, tu vois, c'est à l'opposé, mais voilà. Comment on appelle ça ? On voyageait vers le passé. Voilà, on voyageait vers le passé. Maintenant, on va voyager vers le présent. T'as monté ton agence. Ouais. Déjà, premièrement, comment tu passes de ingénieur de formation, je crois que tu avais fini major de ta classe ou de promotion, en tout cas, tu as fait partie des premiers dans ton école d'ingé, qui est une grande école. Vous n'étiez pas 20 à l'intérieur. Tu travaillais dans une banque, je crois. Non, BNP ou quelque chose. J'ai travaillé très tôt dans une banque. Dans une banque, tu parlais des moyens de paiement. D'ailleurs, un grand coucou et un salam à Moussa. Moussa qui très jeune nous a donné des opportunités. Moussa Abdelkader. Moussa Abdelkader, vraiment magnifique. Ouais, parce que il m'a pris sous son aile lors de ma 2e année d'école d'ingé et il m'a très vite donné un CDI. C'est un moment très particulier. Cette 2e année d'école d'ingé et cette 3e année, on va la développer, je pense. Je m'en souviens. Du coup, comment tu passes de... Je fais des études. Toute ma vie, scientifique, pour arriver à être ingénieur. C'est aussi un peu l'objectif parfois de ton père, de dire voilà, mon fils va finir ingénieur, va finir professeur, ou autre. C'est des métiers qu'on vise beaucoup dans notre culture, on va dire, de base, ou médecin, par exemple. Effectivement. Et après ça n'a pas duré très longtemps, peut-être 1 an ou 2, max, je crois. De 2017 à 2000... juste après le Covid, 2022. Ok, donc ça fait quand même quelques 3-4 ans, en fait, finalement, 3-4 ans. Tu dis, ok, là, je quitte et je vais travailler en tant que guide au démarrage. Comment tu fais cette transition ? Tu vois, parce que si tu quittes la stabilité, c'est ce que je dis un peu, moi, dans mon quotidien, c'est que la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie, ça a été d'entreprendre. Ouais. Ça n'a pas été de me marier ou autre, ça n'a pas été, je sais pas moi, d'aller dans tel club, ça a été d'entreprendre. Parce que c'est comme si toute ta vie, tu construis pour un objectif et tu dis, ok, non, en fait, finalement, c'est pas ça. Je passe à autre chose. Je vais arrêter cette stabilité. Mon père m'en a voulu au début. Il dit, attends, mais toi, t'es stable, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu te casses la tête ? C'est les gens qui ont rien à perdre qui entreprennent. Donc, c'est bon, t'as pas besoin d'entreprendre. Tu sais, limite, t'entreprends quand c'est bon, c'est la crise et vas-y, faut que tu t'en sortes. Mais en fait, quand t'es bien, t'as pas besoin d'entreprendre. Et tu quittes ça pour lancer au démarrage en tant que guide et ensuite ton projet. Comment ça se passe ? Alors, lors de la 2e année d'école d'ingé, il y a des spécialités. On commence à entendre parler d'entrepreneuriat, des startups. Voilà. Il y a des petites notions qui commencent à venir à nous et on voit qu'autour de nous, beaucoup de monde ont beaucoup d'idées. Ça, c'est déjà très important de le souligner ici. Parce que un petit jeune qui a lancé son entreprise avec son idée, on n'en voit pas dans nos quartiers. On en voit de plus en plus, ça émerge, mais à cette époque-là... je ne connaissais pas. Voilà, c'était pas possible. Et donc... tu te dis, ah ouais, quand même, tu peux devenir totalement indépendant des autres et vivre ta propre vie et commencer à créer ton business. Pendant cette 2e année d'école d'ingénieur, il fallait trouver un stage. Très difficile de trouver un stage. Bon, ça t'en parle toujours, donc je ne veux pas revenir dessus. Très difficile de trouver un stage. Et là, Moussa me donne l'opportunité d'intégrer sa start-up, son entreprise, et il me place en tant que consultant très tôt chez BNP Paribas. Donc, il connaissait aussi notre famille, donc c'était comme d'habitude, du piston. Voilà, il me prend dans ses équipes et il me fait confiance et on a travaillé chez BNP Paribas. Donc, pendant 5 mois avant le début du stage et pendant le stage, donc il permute mon statut de CDI à stagiaire. Même de CDD, c'était CDD à stagiaire. Très bien. Donc, je fais mon stage chez lui, tout se passe bien, j'apprends le métier des moyens de paiement, etc. Et après, donc, il me dit, rendez-vous l'année prochaine pour le stage de fin d'études. Le stage de fin d'études, je l'ai fait chez Atos, dans le même domaine, des moyens de paiement, chez Atos Worldline. Du piston aussi. Du piston aussi. C'est stage de 6 mois, payé 1 200 €. Non, je te dis ça parce que dans ma tête, je vois qui était chez Atos à ce moment-là et exactement. Je sais pas si c'est vraiment cette personne. C'est ça. Voilà, c'est bon. Donc, ça va. Là, les contacts des parents nous ont... Les contacts des parents, ils nous ont facilité jusqu'à maintenant. Exact.
Et donc mon père décède à la fin de ma 2e année d'école d'ingé. Donc la dernière année, complètement déboussolé. J'avais une chose qui était sûre et certaine qu'il fallait que je fasse, c'est terminer l'école. Donc cette dernière année. Et il fallait aussi que je subvienne aux besoins de la famille et de moi-même. Et donc j'ai décroché un petit job chez Kiabi. Pareil, du piston. Pareil. Vraiment, je sortais de la mosquée. Là, je vois pas c'est qui, par contre. Ouais, je sortais de la mosquée et il me dit on discute, je cherche du travail, etc. J'ai postulé un peu partout, c'est compliqué. Ah bah écoute, on cherche un job étudiant, un étudiant pour un petit job de 6 mois chez Kiabi. Moi, 6 mois, c'était parfait. De septembre à février, après c'est mon stage de fin d'études, c'était nickel. Et là, bah, j'intègre Kiabi. Et à la fin des 6 mois, le patron me dit, écoute, j'aimerais bien que tu passes manager. Fais ton stage chez nous, des 6 mois. Et je dis, là, je vais être ingénieur dans 6 mois. Tu me dis de travailler en tant que manager à Kiabi. Donc, c'est pour te dire, ces opportunités-là, c'était magnifique. À la fin de l'école d'ingé, je trouve que j'ai un vide complet dans ma vie. Un vrai vide. Un vrai vide qui a commencé à la fin du stage de fin d'études. Un vide très profond. Je voulais tout quitter. Réellement, je voulais tout quitter, faire autre chose, voir autre chose, parce que cette année, elle était très dure. Décès, le poids de la responsabilité très lourd. En vrai, j'avais pas fait mon deuil. J'avais pas pleuré suffisamment. J'avais pas fait mon deuil encore. Et je me dirige vers un ami de la famille qui a une agence de voyage, du pèlerinage et aussi des voyages, séjours touristiques. Et il me dit, écoute, moi je cherche quelqu'un pour la refonte de mon site. Je cherche quelqu'un pour le cloud de ma société. Et en même temps, bah, travailler dans le domaine de la Umrah et du Hajj. Je dis, magnifique, je vais pouvoir voyager gratuitement et en même temps gagner de l'argent. Et il me prend en tant que guide débutant, parce que du coup j'apprends sur le terrain, mais il me prend en tant que consultant chez lui pour toute la partie informatique. Tu connais bien cette personne. Ça s'est très bien passé pendant toute cette année, et donc j'ai pu voyager tout au long de l'année. Vraiment là, j'ai vraiment aimé le métier. Avant, on partait en tant que pèlerin, et maintenant je suis dans l'organisation. Je commence à orienter les gens. Et c'est des personnes qui viennent pour faire un pèlerinage. C'était magnifique. À l'issue de cette année... Ça a redonné du sens, en fait, à ta vie. Totalement. Et tu l'as bien vu pendant cette année. Je partais tous les mois, une dizaine de jours. J'étais trop content. Il y avait quelque chose de visible dans ma vie, en plus. Et donc, il me prend... je travaille chez lui. À la fin de cette année, c'était compliqué, parce que du coup, je me suis marié. Et il fallait qu'on puisse vivre pleinement. Et c'était pas ces sous qui allaient nous sortir de la misère. Et donc, je me suis orienté encore vers l'informatique. Et là, j'ai découvert le milieu du cloud. Une personne qui m'a donné une très grande opportunité après avoir validé quelques certifications chez Microsoft. Et donc, j'ai travaillé dans le milieu du cloud Azure et Dynamics. Et là... j'ai commencé vraiment, c'était quelque chose de plaisant, une très, très belle époque. Dynamics, c'est quoi? C'est le CRM C'est le CRM, ouais, de c'est ça, ERP, okay. CRM. Et il y avait aussi une très belle formation que j'ai beaucoup appréciée, c'était Microsoft Certified Trainer, MCT. Donc, tu vas en entreprise pour former les salariés au service de Microsoft. Donc ça j'aimais beaucoup. Tu vois, il y avait un échange avec... Okay. C'était pas de la partie technique. Et après, en même temps, j'avais aussi du technique. Mais j'aimais pas. J'aimais pas ça. Et en parallèle avec ça, je me suis fait connaître dans le monde du voyage en Arabie Saoudite. C'était le début des visas touristiques en Arabie Saoudite. Et beaucoup de monde venait à moi pour me dire « Conseille-moi, fais-moi mon programme. Quel hôtel tu me conseilles ?» Parce qu'ils savaient que pendant toute cette année, je faisais que de partager mes voyages. Et donc, j'ai été connu dans ce domaine-là. T'as une belle communauté maintenant. Aujourd'hui, sur Instagram, on a développé une belle communauté à travers ce monde-là. Mais je vais y venir. Pourquoi ? Parce que
c'était pas ce que je voulais à la base. À la base, c'était juste partager pour le plaisir et conseiller les gens gratuitement du fléau des mauvais accompagnateurs. Et là, on m'a dit, il faut que tu te lances dans ça. Il faut que tu sois guide, il faut que tu contactes les agences et que tu leur fasses payer tes prestations. J'ai découvert ce monde extraordinaire. J'ai intégré une très grande agence en France qui m'a donné une grande opportunité de voyager en même temps de travailler dans le domaine de l'informatique. Tu vois, donc c'est parti en parallèle. Donc je partais et en même temps, j'avais mon PC avec moi. En même temps, je faisais ce que je voulais de l'autre côté. Donc je gagnais ma vie avec ça. Petit à petit, on a construit cette communauté, des personnes engagées qui nous suivent, qui nous envoient d'autres personnes, jusqu'à ce que maintenant, les personnes veulent voyager avec nous pour notre expertise. Et là, j'ai dit, Mehdi, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai plongé dans le domaine de la sira prophétique. L'histoire du prophète, sallam, à Médine, à Mecca, des séminaires, des formations. C'était magnifique. Là, c'est une partie de ma vie. J'y suis toujours, jusqu'à maintenant. Mais j'ai développé une expertise des lieux en français. Pour les Français, c'était du jamais vu. Il n'y avait que des choses classiques à visiter. Et je me suis engagé là-dedans. À travers toutes les vidéos que j'ai commencé à partager, beaucoup de monde ont voulu voyager avec nous. Et un jour, une personne m'a dit « Tu donnes de la valeur ajoutée à une société, à une agence de voyage, pourquoi tu crées pas ta propre agence ?» Et cette personne, c'était toi. Sur un parking, dans la voiture. À côté de chez toi. Après le cinéma. On avait fait un cinéma. Ouais, je m'en souviens. Et tu m'as dit, mais... Et moi, je te montrais à chaque fois, je montrais à tout le monde que je voulais faire beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'idées, mais j'étais coincé. Parce que c'est pas ma société. Parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas entreprendre ce que je veux. Je ne peux pas proposer ce que je veux. Je suis limité et je suis borné, je suis scellé, je suis... Tout ce que tu veux. Tous les synonymes, on peut les sortir ici. J'étais complètement cerné par les lois de la société. Et c'est normal. Je propose de faire ça, on me dit non. Je propose d'aller à tel lieu, non. Donc, je pouvais pas faire ce que je veux. Je pouvais pas m'épanouir complètement. Et j'apportais de la valeur ajoutée à cette société. C'était un chiffre d'affaires. C'était fort quand même. Et j'étais bien payé en contrepartie. C'était pas ça le souci. Mais je me souviendrai toute ma vie de ce que tu m'as dit. C'est ce que tu dis à tout le monde, je pense, autour de toi. Tu es une valeur ajoutée. Pourquoi tu n'investis pas sur toi-même ? Avril 2024, je rencontre... c'est une personne que je connaissais déjà avant. Et on a décidé de lier nos forces pour lancer cette société Furqan Voyage. Furqan en arabe, c'est le discernement. Furqan Voyage, qui est cette société pour nous, pour tous, pour apprendre son histoire, pour voyager, comprendre, apprendre. T'as pu voyager avec nous plusieurs fois et t'as vu même les yeux ébahis, éblouis des pèlerins et des touristes qui viennent avec nous. Extraordinaire. Maintenant, ça fait 2 ans. On a pu développer notre propre programme, nos propres visites, développer tout ce qu'on voulait, avoir même d'autres idées en plus qui arrivent et qui vont être développées dans le temps. On a pu accompagner énormément de personnes. Le consul même français à Jeddah, que je remercie énormément pour tout ce qu'elle a fait pour nous, nous a visité plusieurs fois sur les lieux, le lieu des rites du Hajj. Vraiment extraordinaire. On a développé nos réseaux sociaux, on a développé notre site internet et on a pris en compte tous les conseils des personnes qui nous voulaient le bien autour de nous. Donc voilà comment on est passé d'un simple salarié à guide en découvrant le domaine de l'accompagnement, en étant complètement borné, scellé par tout ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, plongé dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est, comme tu le dis toujours, c'est régler que des problèmes. Donc, on règle que des problèmes, mais on le fait avec bonheur, avec joie. Avec passion. Avec passion. Rendre fier et donner
un petit boost de bonheur à des personnes pendant 10 jours, c'est extraordinaire. On a devant nous des ingénieurs, des médecins, des avocats, des politiciens, des chefs d'entreprise. On a tout devant nous. On a de tout. On rencontre toute la société dans notre voyage. Ce que je dis au groupe de pèlerins qui partent avec nous, à nous seuls, donc c'est des groupes entre 40 et 50, à nous seuls, on peut faire une société. À nous seuls, une ville. on peut créer une ville. À nous seuls, on peut être nous-mêmes une société. Il y a de tout. Il y a de tout. Et cette connexion avec les personnes, ça a donné beaucoup de bien. Pourquoi ? Parce qu'on fait des groupes WhatsApp pour chaque session. Et ces groupes WhatsApp perdurent, continuent de vivre. L'année dernière, on a pu rassembler les pèlerins dans un grand événement avant le Hajj. Et ça a vraiment donné beaucoup de plaisir aux gens de se revoir. Et ça a créé des connexions, ça a donné des opportunités à certains, des stages à certains jeunes qui étaient parmi nous. Il y a beaucoup de réel, beaucoup de bien qui se fait derrière. Tu vois ? Donc un seul objectif, comme j'ai dit au début, malgré tout ce qu'on fait, un objectif, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est la bonne intention pour faire le bien autour de soi. Laisser son empreinte. Ok. C'est... Bravo, hein. Félicitations. De toute façon, c'était la suite logique. Tout à l'heure, je te disais, multicasquette. Il y a toutes les briques. Faut juste y aller et se lancer. Et j'espère que ça va aller encore plus loin. Je te souhaite de continuer dans ce monde, faire avancer ce projet. Dans ce monde, dans tous les domaines, il y a des loups. Dans tous les domaines, il y a des personnes qui veulent ta destruction, qui veulent t'arrêter. Les mots que tu utilises, ils me font trop rire. Qui veulent ta destruction. Oui. C'est des mots forts quand même. Ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire. Ils veulent trouver n'importe quel outil, n'importe quelle petite faille pour arrêter. Bien sûr. Pour tout arrêter. Et c'est comme ça qu'on devient plus fort. Tu vois, c'est comme ça qu'on devient plus fort. Ouais. Donc, lancez-vous. Vous allez avoir des bâtons dans les roues. Vous allez avoir des obstacles. Des fois, c'est des obstacles. On a l'impression qu'on ne va pas les surmonter. Mais si vous vous entourez des bonnes personnes, vous faites confiance aux bonnes personnes, vous gardez vos objectifs, vous allez tout surpasser, Inch'Allah. Écoute, c'est le moment de switcher entrepreneuriat alors. On va parler d'entrepreneuriat. Comment tu as créé ta boîte ? Comment tu t'es entouré ? Comment tu l'as développée ? Tu as structuré les choses ? Enfin voilà, on va rentrer dans vraiment ton expérience entrepreneuriale et essayer d'apporter un maximum de valeur, tu vois, aux personnes qui vont regarder la vidéo pour qu'eux aussi puissent se dire ok, en fait, la procédure à suivre, c'est ça. Il faut peut-être que je l'adapte à mon domaine, mon secteur. Mais voilà, raconte-nous un peu plus sur l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé là. Déjà, la construction du projet. Il faut s'entourer des bonnes personnes, ça c'est clair. Il faut s'entourer des bonnes personnes, que ce soit du plan juridique, du plan business. Faut poser clairement ton objectif à court terme. Qu'est-ce que je veux, là, dans les prochains mois, et qu'est-ce que je veux pour plus tard, que tu vas construire petit à petit. Mais il faut obligatoirement créer déjà un objectif clair, précis, là, dans quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce que je veux voir. J'ai rencontré donc mon associé qui travaille aussi dans ce domaine-là et qui était plutôt commercial. Plutôt commercial. Même si j'ai cette casquette de commercial, mais elle n'est pas développée suffisamment pour pouvoir faire face à certains défis. Connaissance du terrain hôtelier, connaissance du marché aussi. Et donc, on a lié nos forces. Trouver quelqu'un qui peut te soutenir, qui peut être une force pour toi, et t'associer. De toute façon, on ne pourra pas tout faire tout seul, c'est impossible. Il faut déléguer aux bonnes personnes, et il faut savoir concrètement quelle est ma limite. On a tous une limite. On n'est pas des super-héros, on a tous une limite. Et donc, en discutant et en voyant un peu qu'est-ce qu'on pouvait créer, et bien, alhamdoulilah, on a pu chacun de son côté se spécialiser dans ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire. Moi, aujourd'hui, je sais que créer des guides, créer des packages, créer des formules, des programmes, former des personnes qui peuvent devenir plus tard aussi des accompagnateurs, tout ça, je sais faire et j'aime faire. Par contre, passer des heures au téléphone pour négocier un prix de chambre d'hôtel
ou un prix d'avion, je veux pas faire. Je peux faire, mais je veux pas faire. Et je ne saurais pas faire correctement. Et donc, je me suis associé avec la bonne personne, pour moi, pour ce milieu-là. On a nos limites. Chacun gère ce qu'il fait, bien sûr, en validation de chacun valide le travail de l'autre, à travers nos réunions, mais chacun a ses objectifs. Et après, proposer quelque chose qui est faisable au début. Pas aller loin. Quelque chose qui est faisable, quelque chose qui est à ta portée. Le MVP, mais de l'agence, quoi. Exactement, tu vois. voilà, c'est ça. Ouais, t'as exactement dit ce qu'il faut. Voir les fruits des premiers objectifs atteints, tu vois. Comprendre les failles, demander conseil à des personnes qui ont réussi, qui ont aussi atteint leurs objectifs, et écouter. Vraiment écouter. Moi, je crois que c'est les 2 années de ma vie où j'ai énormément écouté. Je dis pas qu'avant j'écoutais pas, mais tu penses bien faire, tu penses que t'es bon dans ceci, t'es bon dans cela, mais écoutez les conseils des autres, aller dans des salons. Première fois que je commence à découvrir des salons dans le monde entier, dans le domaine dans lequel je veux évoluer. Tu te dis, mais punaise, ils sont arrivés loin, eux. Ils ont détruit le marché. Et toi, tu es une part du marché. Tu vois. Voilà. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, c'est à la portée de tout le monde. Tu vois. On peut allier l'entrepreneuriat et le salariat pendant un moment, jongler entre les deux. Et dans la majorité des cas, de tous les exemples qu'on a autour de nous, on délaisse le salariat pour l'entrepreneuriat parce qu'on a ce goût de la liberté, ce goût de s'émanciper en termes... s'émanciper intellectuellement. Donc, ça fait grandir. Ça fait grandir, ça fait grandir, ça fait avancer, ça te corrige certains défauts. Ouais. Et ça, c'est ce que je dis. Depuis que je suis devenu entrepreneur, je suis beaucoup moins impulsif sur le terrain de foot. Genre avant, sur le terrain, Ouais. il y a des choses qui m'agaçaient. Ouais, je confirme. Là, c'est parti, je blaguais pas, tu vois. Ouais. Et depuis que je suis passé entrepreneur, je suis devenu beaucoup plus zen. Tu sais, ça m'a rendu meilleur sur le terrain de foot. Bien sûr. Parce que tu as des défis qui sont beaucoup plus grands finalement. Et tu sais que derrière chaque difficulté, il y a souvent une belle chose qui se cache, tu vois. Et ça, tu le sais pas encore. Ça va arriver, tu le sais pas. T'es juste éprouvé pour peut-être avoir quelque chose de meilleur. C'est clair. Derrière. Et l'entrepreneuriat, franchement, c'est une vraie école. Hein. Mais là, on parle de l'entrepreneuriat général, mais si tu me le permets, il y a aussi l'entrepreneuriat où tu vas allier ta religion, que tu caches pas, à comment gagner ta vie. Et dans tous les cas, en tant que religieux, bah, t'as des limites, t'as des règles qui viennent réguler ta vie. Beaucoup le disent, je veux entreprendre pour que je puisse avoir du temps pour moi, pour apprendre ma religion, pour avancer spirituellement. Mais attention, l'entrepreneuriat, au contraire, il va te rendre encore plus overbooké qu'avant. Ah oui. Beaucoup pensent que tu entreprends pour te libérer du temps. Je te libère pas du temps, non. Au contraire, tu es lié et occupé 24 heures sur 24. Même au moment où tu dors, ton cerveau, il cogite. Il réfléchit. Il prend des décisions. Tu sais, des fois, je me réveille, je dis, ah ouais, cette nuit-là, j'ai... cette nuit courte de 2-3 heures. Eh ben, dis-toi que j'ai fait l'expérience. Je suis allé dans un hôpital et je voulais tester mon sommeil. Je sentais que je dormais mal parfois. Je me réveillais, j'étais fatigué. Ah, ça se fait ça, tester son sommeil. Ah oui, tu peux. T'as plein de petits électrodes. Électrodes, on appelle ça ? Ok. T'as plein de petits fils qu'on te colle sur le cerveau, qu'on te colle un peu partout, et tu dors. Et donc, eux, ils vont voir l'état de ton cerveau pendant ton sommeil. Voir à quel moment tu vas passer dans un sommeil profond, à quel moment tu vas revenir où ton cerveau va se réveiller. Tu
vois. Et donc, ils vont étudier un peu ton sommeil. Et moi, j'ai découvert que même pendant mon sommeil, mon cerveau était éveillé, était en veille, était prêt à... J'étais endormi, donc oui, je dormais, mais mon cerveau ne dormait pas. Donc, il se reposait pas. Tu vois. Et après, il y a des techniques pour reposer le cerveau, pour rentrer dans un sommeil profond, etc. Parce qu'il faut l'éteindre, le cerveau, à un moment dans la journée. Donc, quand tu entreprends, tu ne fais pas du tout ce que tu pensais, ce que tu voulais, te libérer du temps pour toi, pour ta famille, pour apprendre, tu vois, pour avancer spirituellement. J'avais beaucoup plus de temps libre quand j'étais salarié. C'est clair. Que depuis que je suis entrepreneur. En C'est fait, clair. j'ai multiplié ma charge de travail par... C'est clair. par 10, C'est facile. clair. Facile. C'est Plus la charge mentale, T'as ta plus famille. la fin du mois elle arrive, tu te dis, bon, bah ce mois-ci, comment je vais faire pour tenir, payer les salaires, payer le Exactement. propriétaire. T'as tes salariés, les t'as ta enfants. vie, ta famille, tes parents. En fait, t'as tout à gérer. Alors que quand t'es salarié, tu sors à la fin, tu ne penses pas au travail jusqu'au lendemain. Ouais. Moi, par vois. exemple, je recommande pas à tout le monde d'entreprendre. Tu vois, il y a des personnes, soit c'est pas fait pour eux, soit c'est pas le bon moment pour eux. C'est pas le Tu bon vois, moment. quand toi, je t'ai Exactement. dit, t'en parlais tout à l'heure, vas-y, lance-toi, tu peux apporter beaucoup de valeur, c'est parce que je savais. Je connaissais tes qualités, t'avais créé une belle communauté, t'as plus de 100 000 personnes qui te suivent sur Instagram aujourd'hui, t'as développé ton réseau, tu maîtrises le produit. Le produit, le service, tu le maîtrises. En fait, t'avais tout pour que ça soit une belle réussite. Tous les ingrédients étaient réunis, il fallait juste les assembler. Il fallait quelqu'un qui te pousse aussi. Ouais, alors, il faut quelqu'un qui te pousse, tu vois. Bien sûr. Qui te pousse. Mais mis à part ça, Bien tout sûr. était réuni Mm. pour que ça marche. Mm. Mais il y a des personnes, je leur dis, te lance pas. Mm. Ah, ça va être un bourbier pour toi, ça va être un casse-tête. Bah, parce c'est que- pour ça qu'on est obligé de passer par ce moment où c'est en parallèle. Ouais. T'as l'entrepreneuriat, tu peux lancer des petits Bien business, tu peux... Voilà, il y a plein de petits jeunes qui ont vendu des maillots de foot, qui sont lancés dans la parfumerie, Bien sûr. qui sont lancés dans des pyjamas, qui sont lancés dans des petits trucs que tu peux gérer. Des étapes. Voilà, des petites étapes que tu peux gérer parce que c'est avec ça que tu vas rencontrer beaucoup de monde. Tu vas dire, attends, là, j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Bien sûr. Mais t'es salarié, t'as un problème, c'est les autres qui te trouvent les solutions. Ouais. C'est pas toi. Mm. C'est soit ton collègue, soit ton patron, soit tu skippes le problème et tu dis, c'est pas mon problème Bien de toute sûr, bien façon. Bien Tu sûr. te sens pas T'as concerné. T'as toute une équipe avec toi. Voilà, tu te sens pas concerné par le projet ni par le problème. Il apporte rien à ta vie. Alors que quand c'est toi qui tout repose sur ce que tu fais, bah tu vas trouver des solutions. Ouais. Tu vas contacter les bonnes personnes. Ton cerveau, il va plus être essoré que le salarié. Ça c'est clair. Ça c'est clair. De toute façon, les plus riches du monde sont pas les salariés. Hein. C'est clair. Mais la partie où l'être humain se dit je vais me libérer du temps, oublie. C'est pas parce que vous voyez Youssef faire des podcasts, Des vous voyages. apporter des belles vidéos, vous conseiller ou des voyages ou rencontrer du monde qu'il est libre à côté. Tu sais que des fois, on me fait des petites remarques. Ah, j'ai vu, tu voyages. Ah, t'es bien. Voilà. Je leur dis, franchement, je te la donne, ma vie. Vas-y, viens, on échange. Tu veux Viens essayer. Viens, je te donne ma charge mentale. Je te donne ma quantité de travail. À partir du moment que je me réveille jusqu'à que je dors, ça s'arrête pas. Et je dors très peu. Je te donne tout ça et je te donne ces voyages qui sont professionnels. Tu vois, par exemple, dans tous les pays où je passe, je visite presque rien du tout. En fait, ce que je le visite parce que je suis passé en taxi. Je te donne. Vas-y, prends. Tu vois, je te donnais un exemple. J'en parle souvent. Tu prends, tu vois, CR7. Je sais plus s'il est milliardaire ou pas milliardaire, mais en tout cas, il est extrêmement riche. Et les gens me disent, ouais, t'as vu l'argent qui se fait et tout, il est archi bien. Je dis, prends sa vie. Qui aujourd'hui, même avec l'argent, on te dit, tiens, 1 milliard d'euros et prends aussi sa vie. Je peux te dire qu'il y a personne qui pourrait reprendre sa vie. Personne, même avec tout l'argent du monde, pourrait exécuter les choses comme lui l'a fait. Ce qu'il fait. C'est mort. En fait, parce que c'est pas une question d'argent. Quand tu entreprends, c'est pas une question Question d'argent. de business. C'est une question de passion, c'est une question de motivation, c'est une question Partage. d'histoire. C'est quoi ton histoire? Tu vois, pourquoi tu le fais? En fait, si t'as pas un truc qui est beaucoup plus fort que ça, tu vas pas tenir. Tu vois, t'as des projets où c'est que financier. Mais même derrière ces projets que financiers, il y a des histoires, en fait, qui font que la personne continue de s'accrocher. Et les gens, ils se trompent parfois, tu vois. Parce qu'on a souvent, dans les réseaux sociaux, que la surface. Que la tu vois. surface, totalement. On n'a que la surface. Et moi, je dis souvent aux personnes,
arrêter de rester à la surface, plonger. Et plus tu rentres en profondeur, plus tu te rends compte des choses. C'est pas à la surface que tu sais ce qui se passe. À la surface, il se passe rien. La surface, elle est accessible à tout le monde. La preuve, tu vas, je sais pas moi, à la plage, bah, la surface de la plage, la plus grande surface de la plage, elle est accessible à tout le monde. Par contre, la profondeur, juste un point de profondeur, on parle pas de la profondeur de toute la mer ou de tout l'océan. Juste, tu prends un point et tu creuses sur ce point, et ben là, c'est là que tu perds les gens. Et c'est là que les personnes manquent d'efforts aussi. C'est dans la profondeur qu'on fait la différence. Tu vois ? Pareil, tout le monde a des idées. Ah, j'ai des idées, j'ai envie de monter ce business, j'ai ce projet, j'ai envie de faire ci, faire ça. Ouais, mais ça, c'est facile. Arrête de croire que t'es incroyable à avoir eu une idée. Ton idée, elle a déjà traversé plein de cerveaux déjà. Toi, tu crois que c'est une idée de ouf, elle a traversé plein de cerveaux. Ce qui fait la différence, c'est de rentrer, tu vois, de creuser, de plonger là. Et de continuer à plonger. Parce que plus tu plonges, plus ça fait mal, plus c'est douloureux, plus tu as des épreuves, plus il fait noir. Ouais. Tu vois, et c'est là que tu... Et plus t'es seul. Et plus t'es seul. Tu vois, plus t'es seul. Ouais. Et là, tu rencontres des animaux que t'as jamais vus dans les livres d'apprentissage. Non, mais c'est vrai. On n'a jamais rencontré. Tu rencontres... et tu sais même pas comment se comporter avec eux. Pour les dépasser, pour trucs. Donc tu découvres. Exactement. T'es toujours en découverte. Je prends toujours cet exemple-là. Ouais, t'es toujours en découverte. C'est clair, t'es toujours en découverte. Ouais. C'est pour ça, s'entourer des bonnes personnes. Est-ce qu'aujourd'hui t'as les mêmes amis qu'hier? Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui t'as le même entourage qu'hier? Tu vois, toi et moi on sait qu'on a dû se séparer de certaines personnes. C'est plus fort que nous, soit parce que on n'est plus sur les mêmes objectifs, soit parce que la vie nous l'a imposé tout simplement, mais on est obligé d'avancer. Tu vois, on est obligé d'avancer. Ça je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça reste des amis. Ouais. Et franchement, je leur ai même dit, mais gentiment, j'ai envie de passer du temps avec des personnes qui me tirent vers le haut. Tu vois, parce que parfois, tu peux te sentir tiré vers le bas. Ouais. Quand t'es entrepreneur, t'as tellement de défis au quotidien. Quand t'es entrepreneur et que t'as beaucoup d'ambition, t'en as encore plus. Tu vois, parce que tu veux toujours aller casser ce nouveau plafond. Et il y en a certains, je leur ai dit, je suis désolé, mais gentiment, pas comme ça. Ouais. Mais ça m'intéresse plus. Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et ce temps-là, certes, c'est du plaisir, mais finalement, il me fait pas avancer. Tu vois. Et c'est switcher un peu dans les relations. Ça veut pas dire que quand on se voit, on se parle plus. Au contraire, on est toujours heureux de se voir, de faire un foot ensemble. Mais en tout cas, à un moment donné, si tu as beaucoup d'ambition, j'aime bien cette citation de Warren Buffett, tu vois, un des plus grands milliardaires. On aime bien prendre les citations des milliardaires parce que tu dis, bon, s'il est arrivé à ce niveau-là, même s'il avait une famille riche, peut-être, c'est pas parce que tu as une famille riche que tu peux être... Toi, les gens ils font des comparaisons cons. Ouais, c'est Microsoft, Bill Gates. Ouais, c'est Elon Musk. Son père il avait des mines. Ok, il avait des mines, mais c'est pas parce que son père avait. C'est pas tous les enfants. Il a pas tout hérité, quoi. Les enfants de pères qui avaient des mines ou les enfants de pères qui étaient présidents de la République qui ont fini à ce niveau-là. Il a quand même fini un level extraordinaire, bien plus loin que son père. Tu vois, donc malgré tout, malgré leur héritage, tu vois, ils ont quand même traversé. C'est clair. Il disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est-à-dire que tu regardes autour de toi, les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, et tu remarqueras, curieusement, vraiment, je l'ai fait cet exercice, les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, tu verras que, curieusement, tu te situes entre ces personnes-là. Dans le savoir, t'as un peu de chaque. Dans le savoir, dans le business, l'entrepreneuriat, la culture, l'état d'esprit. En fait, t'es entre ces personnes. Parce qu'en fait, c'est ces personnes qui te tirent. C'est des échanges, des histoires, des voyages. Il va te tirer un peu de ce côté-là, religieusement, par exemple. Tu prends même de leur personnalité. Tu prends de leur personnalité. C'est clair. Tu vois, t'apprends des choses d'un point de vue entrepreneurial. L'autre, il te donne un état d'esprit, tu vois, beaucoup plus résilient parce que c'est un sportif de haut niveau, par exemple. Tu vois, en fait, tu prends de chacun et tu dis, ah bah, en fait, finalement, je suis entre ces 5 personnes. Faites l'exercice. Regardez autour de vous qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps et vous allez voir que curieusement, ça se dit curieusement, vous allez... Ouais. Vous êtes situé entre ces personnes-là. Ouais, totalement. Magnifique. Mais c'est un exercice qui est important et ça peut te permettre aussi d'avancer. Parfois, tu te retrouves dans des situations, c'est à cause de tes fréquentations. Tu vois. Et donc, tu peux filtrer, on ne dit pas délaisser, mais filtrer. Tu dis, bah là, cette personne-là, elle ne m'est pas utile dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie personnelle.
hop, je limite avec elle et j'intègre une autre personne qui va me faciliter, et c'est comme ça qu'on avance. Mais là où je voulais attirer ton attention aussi, c'est le fait d'entreprendre pour se libérer du temps en tant que religieux. Tu vois, parce que alhamdoulilah, on le voit, il y a de plus en plus de personnes de la communauté musulmane qui sortent des quartiers et qui entreprennent et qui arrivent à construire quelque chose de fort, quelque chose de vraiment stimulant, et on est très fiers d'eux. Mais à un moment donné, il faut pas oublier que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois tout ce que tu souhaites. Il faut pas oublier que ta partie spirituelle, elle est aussi très importante. Beaucoup de personnes, on l'a entendu, moi je veux me lancer pour apprendre la langue arabe. Mais au bout de 10 ans de travail dans l'entrepreneuriat, tu l'as toujours pas appris ta langue arabe. Alors c'était un de tes objectifs avant ça. Donc, quand tu vas te fixer ton objectif personnel, oublie pas qu'il y a des personnes autour de toi que tu vas aider, que tu dois aider, qui vont passer par les mêmes galères que toi. Et donc, cette conciliation avec tout ça, c'est ce qui va te donner cette force aujourd'hui. Moi, je le vois à travers toi. Tu vas pas oublier certaines choses. Tu vas le montrer même dans tes stories. Tu vas le montrer même que t'es à la mosquée. Hop, les frères, on n'oublie pas. On a quand même nos 5 prières à faire, à l'heure. Bizarrement, quand tu es entrepreneur et que tu as du temps pour toi, tu rattrapes toutes tes prières à la fin de la journée. Alors que tu as voulu te lancer pour te donner du temps. Tu vois ? Donc, ne vous dites pas « Ah, je vais être entrepreneur, je vais être chef d'entreprise, je vais gérer une équipe, donc j'aurai du temps pour moi. » C'est là où la difficulté, elle vient s'imposer sur toi. Bien sûr. Tu vois ? Et cette difficulté, faut pas se trouver des excuses. Parce que parfois, tu l'avais ce temps-là. C'est juste que tu le prenais pas et tu te dis... Bien sûr. Donc Quand j'étais salarié, ça m'empêchait pas de faire mes prières à l'heure. Ah oui, bien sûr. Tu vois, bien sûr. J'ai eu beaucoup plus de mal à faire mes prières à l'heure quand je suis passé entrepreneur. Exactement. Quand j'étais salarié. Donc, c'est pour ça que je dis cette difficulté vient s'imposer sur toi. Tu vois, elle vient même te déstabiliser et tu commences à dire ouais mais attends, là j'ai beaucoup de problèmes, donc faut que je les gère avant de... Attention, recentre-toi et tu vas voir que beaucoup de problèmes vont devenir faciles à gérer si tu restes cohérent dans ce que tu as voulu, tout ce que tu as voulu faire. Garde du temps pour tes parents, garde du temps pour ta famille, garde du temps pour ta vie personnelle, et quand tu vas commencer à faire ton emploi du temps, parce que je trouve que c'est en étant vraiment dans l'entrepreneuriat que tu commences à te créer un emploi du temps clair, tu vois. Quand j'ai fait cette expérience du sommeil, je me suis dit mais en fait il faut qu'à un moment donné j'éteins tout, je dors, il faut que je dorme, tu vois. Malheureusement, on va faire face à des maladies, qui viennent perturber nos vies. On peut quitter ce monde plus tôt que prévu. Donc, se préparer, être clair dans ce que tu veux faire pour ta propre vie, ne pas oublier d'où tu viens, ne pas oublier ceux qui sont autour de toi. Et avec ça, alhamdoulilah, je pense que beaucoup de monde vont réussir en s'accrochant aux bonnes personnes. Et la fréquentation, on n'en parle pas souvent, mais la fréquentation depuis le plus jeune âge. Là, en ayant, nous, fait notre vie, et il n'y a personne qui te gère aujourd'hui, qui dit fais ci, fais ça. Non, on nous conseille, mais personne qui t'impose. Ne fréquente pas ceci, ne sors pas à telle heure, rentre à telle heure. Il n'y a plus personne qui nous impose des choses comme ça. Mais maintenant, on sait pour nos enfants qui ils doivent fréquenter, comment ils doivent fréquenter, qu'est-ce qu'il faut leur donner, tu vois, les laisser... leur laisser leurs opportunités. Il n'y a pas cette voie qui marche, il n'y a pas cette voie qui est la seule à aboutir à quelque chose de concret, de formidable, tu vois. L'entrepreneuriat, tellement d'apprentissage, beaucoup de choses. C'est le moment dans ma vie où j'ai le plus appris, autant intellectuellement que sur moi-même. Je me suis découvert déjà certains talents pour des choses où avant j'avais un syndrome de l'imposteur où je pensais que j'étais pas bon, et là je me suis dit en fait non, en fait j'ai vraiment des qualités extrêmement fortes
et je suis ingénieux sur beaucoup de choses. J'ai mieux compris mes défauts et mes faiblesses. Là où j'essaie de déléguer, justement, je me dis, ok, là, je suis pas bon, ça sert à rien. Hop. Et puis, certaine résilience. Tu vois. Parce que j'ai jamais été quelqu'un de très discipliné. Et quand tu entreprends, en fait, tu as des grandes responsabilités. Quand tu as des salariés, moi j'ai monté des écoles, tu as des étudiants qui t'ont fait confiance, j'ai levé des fonds, des investisseurs. Et quand tu as envie d'abandonner, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois envie d'abandonner, bah tu dis t'es pas tout seul là. Tu vois, c'est pas toi et toi. C'est pas comme tes salariés. Beaucoup de personnes. T'es ingénieur, t'es un tel, le taf il te plaît plus, le salaire te convient plus, et bah tu commences à chercher ailleurs. Là non, tu vois, ça te convient pas, ça se passe pas comme t'avais prévu que ça se passe, tu vois, et bah t'as des responsabilités et tu dois continuer. Pas pour toi, mais pour toutes les personnes qui t'ont fait confiance. Et ça, je trouve c'est beau, tu vois, parce que ça te fait perdurer finalement, et ça te permet de continuer à rentrer dans cette profondeur-là. Tu vois, cette profondeur, je te dis, en fait, tu y rentres encore plus. Et c'est là que tu découvres des animaux que tu n'as jamais vus. Dans un monde des abysses. Noir. Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à peut-être trouver ce fameux gros poisson avec la lanterne. La lanterne, il y en a un, je crois, comme ça. Là. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, des grosses dents avec une petite lampe devant. Je le cherche, celui-là, tu vois, c'est mon objectif. Non, c'est cool. Franchement, bravo. Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, vous avez accompagné en l'espace de 2 ans plus de 1000 personnes, 1124 ou je sais plus ce que tu m'as dit. 1123. 1123. C'est quoi l'objectif, c'est quoi l'ambition? Vous voulez aller où pour ce projet-là? Furqan. S'ouvrir à l'international. Aujourd'hui, on a ouvert notre agence en Allemagne. On a lancé l'agence aussi en Angleterre. On a des départs dans toute la France. Essentiellement de Paris, mais notre objectif, c'est qu'on puisse avoir aussi des vols en province. La Belgique arrive aussi, bientôt. Trouver des équipes et les former pour qu'ils puissent être totalement autonomes lorsqu'ils partent avec des groupes. Créer encore plus de choses dans le programme, plus de choses à visiter, plus de choses à comprendre et à apprendre, et surtout permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir partir, donc augmenter le nombre de départs. On est passé la première année de 7 départs à 15 départs la deuxième année, et aujourd'hui, pour cette nouvelle année, quand on parle d'année, on parle nous d'année hégirienne, donc on est en l'an 1447. Pour l'an 1448, là aujourd'hui, on est à une vingtaine de départs, un peu plus d'une vingtaine de départs, tous pays confondus. Donner l'opportunité aussi à des voyages thématiques. Donc on ne peut pas tout comprendre, tout apprendre dans un seul voyage, mais il y aura des voyages aussi par thème. Voilà, donc c'est notre objectif là à court terme. Notre travail est divisé en 2 grandes parties. La partie Umrah, petit pèlerinage, toute l'année, n'importe quelle période, et la partie Hajj. La partie Hajj, grand pèlerinage, le 5e pilier d'Islam. Tout musulman rêve de dépenser son argent pour aller au Hajj. C'est un voyage très coûteux, entre 8 000 jusqu'à 15 000 euros par personne, en fonction des packages. Et donc, c'est accompagner aussi les pèlerins à travers le Hajj. On a plus de 300 pèlerins qui ont été accompagnés sur la partie Hajj. Donc, le Hajj, c'est durant une période bien précise dans l'année, durant le mois du Hajj, le mois de Dhul Hijjah. Et donc, continuer à former des guides pour qu'ils puissent accompagner ce grand nombre de personnes. On ne pourra pas accompagner seul. Il faut les former clairement à la bonne discipline, à l'accompagnement qui est très difficile, parce qu'encore une fois, on rencontre beaucoup de personnes de différents caractères qui viennent de mondes différents. Il faut savoir comment les accompagner, comment leur parler. Et il y a le volet logistique du guide, il y a aussi le volet religieux. Donc, il faut trouver des bons compromis. Aujourd'hui, oui, je suis très content d'avoir ces 2 volets, le volet logistique et le volet religieux. Mais aujourd'hui, moi, je suis complètement convaincu qu'il faut former des logistiques qui seront co-logistiques, former des religieux qui seront co-religieux dans ce domaine, mais aussi avoir quelques pépites qui ressortent du lot pour qu'ils soient eux aussi
religieux, logistique, selon notre vision, la vision de Furqan Voyage. Aussi, pour terminer, on propose à toutes les structures, écoles, instituts, mosquées, toute personne qui veut nous rejoindre, donc on leur propose nos prestations. Beaucoup de mosquées aujourd'hui nous font confiance dans toute la France et achètent nos packages et nous on leur facilite la partie logistique. Beaucoup d'instituts aussi nous font confiance en France et même au-delà. Donc tout le monde est le bienvenu et voilà, c'est nos aspirations, Inch'Allah, pour la suite. Inch'Allah. T'as des anecdotes de pèlerins à raconter? Des trucs drôles, pas drôles, mais tu vois, je te vois rigoler, mais 2-3 années. Allez, on en prend une déjà. On voit combien de temps elle dure et on voit si on en prendra une deuxième. Il y en a beaucoup. Et chacune te fait Celle qui t'a le oublier plus l'autre. marqué. Celle qui m'a le plus marqué. J'en ai 2 qui m'ont marqué. Allez, c'est Il y en a parti. une qui montre à quel point il faut avoir de la patience, à quel point il faut avoir de l'indulgence, parce qu'on peut s'énerver très rapidement. Et clairement, tu me connais, comment je suis. Je te connais, ouais. Je peux perdre patience rapidement, surtout quand on donne des règles et qu'on ne suit pas ces règles. Donc, certains voyageurs, certains pèlerins, s'ils voient cette vidéo, ils vont se reconnaître, ce sont les seuls qui ont réussi à me faire rater l'avion. Rater l'avion. J'ai raté l'avion. On a dû prendre donc le vol Paris-Jeddah et puis Jeddah-Médine. Sur le retour, Jeddah-Paris. Pour te la faire courte, à l'arrivée à Jeddah, on réunit tous les pèlerins, tous les voyageurs pour prendre le second vol ensemble. On passe la partie douane, etc. Et puis on arrive pour le second vol interne Jeddah-Médine. La consigne, elle est claire. On ne va pas manger, on ne va pas changer d'argent, on ne va pas prier, on ne va pas se reposer tant qu'on n'a pas passé l'embarquement du second vol. On a à peu près 4 heures d'attente pour le second vol, mais ça passe vite. Pourquoi ? Parce qu'on passe la formalité douane à Jeddah, donc il y a du monde. On passe encore les sécurités, etc. Le second vol ouvre ses portes, c'est l'embarquement. Donc comme à mon habitude, je reste à côté du comptoir pour compter le nombre de personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde à ce moment-là. Et à la fin, le chef d'escale, je lui demande alors qui sont les personnes qui restent. Donc il me dit, il reste 4 personnes. Je regarde ces 4 personnes, ils sont effectivement dans ma liste. Un frère, avec sa sœur, sa mère et sa tante. Je lui envoie un message, WhatsApp. Heureusement qu'il avait Internet. Le second vol on a commencé l'embarquement, vous êtes les derniers, il ferme dans quelques minutes. Le chef d'escale me fait pression, mais vraiment une pression. Je connais les Saoudiens quand ils font pression. Yallah haggi, yallah haggi, yallah. Je lui dis, attends, ils arrivent, c'est bon, ils arrivent. Moi, je pensais qu'ils sont en train de manger à côté, pas très loin, après l'embarquement. C'est pas, il me dit, en fait, je dois passer la sécurité. Donc, il doit enlever ses habits, ses affaires, etc. pour passer la partie sécurité. Il est parti faire un tour en ville. Et je sais pas, il est parti où. Et je dis, mais attends, mais là, tu vas prendre plus de 10 minutes, c'est pas possible. Je préviens le chef d'escale. Le chef d'escale, il me dit, on va l'attendre, t'inquiète pas. Faut jamais faire confiance à un chef d'escale en Arabie Saoudite. Clairement. Tous ceux qui sont dans cette situation, jamais. Il a fermé la porte. Et même moi, il m'a pas laissé passer. Alors que j'avais scanné ma carte d'embarquement. Même moi, il m'a pas laissé passer. Je lui dis, mais il y a 50 personnes. Enfin, plutôt 46 du coup, moi les 4. 46 personnes dans l'avion. Et je suis leur guide. Ils vont arriver à Médine, ils vont descendre, ils vont faire quoi ? Il me dit, fallait monter. Fallait laisser les 4 de l'autre côté. Donc moi, je suis entre deux chaises. T'as dû voir rouge, toi, à ce moment-là. Mais moi, j'étais extrêmement fâché. Mais trop fâché. J'ai 46 personnes dans l'avion, je peux pas passer. Et j'ai 4 personnes seules et ils viennent pour la première fois. Je dois aller vers qui ? Donc, le choix de l'intelligence artificielle. C'est le fameux choix de l'IA, tu vois. Mais il me l'a imposé, ce choix. Du coup, il m'a fermé la porte, mais moi, il m'a pas laissé passer. Je lui ai dit, c'est bon, laisse-moi passer, et je laisse les 4 et ils viendront plus tard. Donc, eux, ils arrivent, ils ratent l'avion, on rate l'avion. Tu as réagi comment, déjà ? Parce que moi, c'est ça qui me fait... Moi, je lui ai crié dessus. Ah. Je lui ai dit, mais t'es sérieux ? T'as pas suivi les consignes ? Tu m'as fait rater l'avion. Tu nous mets dans un coup de stress. Regarde ta mère et ta tante, ils sont stressés, tu les fais courir. C'était des mamans avec leur petit sac et tu les fais courir. On a bien dit clairement qu'il fallait manger à l'embarquement. Il y avait tous les restaurants ici.
Et là, il regarde sa sœur et lui, il jette la faute sur sa sœur. Ah, je te l'avais dit quand ça crie sur sa sœur. Moi, je m'énerve encore plus. Je dis, c'est toi le responsable ici. Pourquoi tu cries sur ta sœur? Pourquoi tu cries comme ça? J'appelle l'agence. Je leur dis, bon, voilà ce qui m'est arrivé. Eux, ils me bookent un nouveau billet. Et lui, je monte avec lui à l'étage pour qu'il puisse prendre un nouveau billet. 5 heures plus tard. Donc, il paye un autre billet. Ça me fait de la peine pour lui, mais c'est comme ça. C'est bien fait. Ouais. Le souci, c'est que leur valise et ma valise n'arrivent pas à destination. Parce que lorsqu'on rate un vol, ils descendent tes valises et ils te les mettent dans le prochain vol. Donc nos valises n'arrivent pas à destination. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Il y avait des médicaments dans les valises en soute pour sa mère ou sa tante. Et ils rejettent la faute sur moi. Pourquoi nos valises sont pas arrivées? Il fallait que tu me dises de faire la déclaration, je ne sais pas quoi. J'ai dit, mon frère, même moi, ma valise, elle n'est pas arrivée. Je sais pas ce que tu me racontes. Donc maintenant, tu te débrouilles et tu vas à l'aéroport comme tout le monde pour récupérer ta valise. C'est pas à moi d'aller à l'aéroport à ta place ou d'accompagner dans ces trucs-là. L'agence me dit, préviens cette famille qui doit valider. Bien sûr, après, les valises, elles arrivent au bout de 2-3 jours. Préviens la famille qui doivent aller valider à la Saoudia leur vol retour. Quand tu prends pas un vol, le vol retour est annulé automatiquement. Je lui dis plusieurs fois. Arrivé sur le retour, on est à l'embarquement, bien sûr, enfin plutôt à l'enregistrement. Bien sûr, moi, l'agence me l'a déjà validé mon billet. Et le chef d'escale, il dit ces familles ne sont pas sur le vol. Sur le retour, là? Sur le retour. Il commence à crier sur nous. C'était à vous de le faire, pourquoi vous l'avez pas fait, etc. Et tu rates ton vol. On va pas... Tu t'achètes un nouveau vol, t'es obligé d'acheter un nouveau vol. On t'a dit d'aller valider ton vol retour, il faut le revalider. Ou tu les appelles, ou tu fais ce que t'as à faire. Et du coup, ils sont obligés de payer un vol le lendemain, de reprendre un hôtel à Jeddah, etc. Et après, ils sont rentrés en sécurité, alhamdoulilah, mais c'était très difficile en termes de patience et de... Une belle histoire maintenant. Voilà. Une belle histoire. Il y avait un frère extraordinaire, je suis toujours en contact avec lui jusqu'à aujourd'hui, qui était très loin de la religion, hyper loin. Et sa mère, elle appelle à l'agence et elle dit, moi j'aimerais partir, mais il me faut mon accompagnateur. Tu sais, avant le Covid, il fallait qu'il y ait des accompagnateurs mahram. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, ils sont mahram. Et elle voulait absolument venir. Elle dit, j'ai que mon fils. Elle me dit, parle-lui, je veux qu'il parte avec moi. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais essayer de lui parler, mais je ne pourrais pas le convaincre. Je l'appelle, ça va, tu vas bien, écoute, voilà, ta mère avait vraiment faire ce voyage, vas-y, fais-lui plaisir et viens. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, pour l'instant, j'ai pas ça en tête, etc. Voilà, j'ai pas envie de faire les choses par hypocrisie et tout. Je dis, écoute, fais plaisir à ta mère et essaie de venir. Là, il reste 2 places, inscrivez-vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Au bout de quelques heures, il me rappelle, il me dit, c'est bon, je vais m'inscrire pour ma mère. Je dis, très bien. Et sa mère, elle dit, je paye pour lui. Je paye pour mon fils pour qu'il m'accompagne. Je dois y aller. Ils s'inscrivent. Premier jour, il est à l'ouest. Deuxième jour, il est à l'ouest. Troisième jour, je vois, il prend des vidéos et il parle du Mexique. On est à Médine. Il parle du Mexique. Il me dit... Moi, j'ai explosé de rire. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, en fait, mes collègues, je leur ai pas dit où je partais. Mes amis, je leur ai pas dit où je partais. Je leur ai dit, je partais au Mexique. Là où il fait chaud, là où il fait beau. Parce que je sais que tout le monde va rigoler de moi, c'est pas fait pour moi cet endroit. Moi j'ai explosé de rire à ce moment-là, c'était vraiment drôle. Et petit à petit, il est rentré dans l'ambiance des personnes avec qui on était, on parle de religion, on parle de tout, et c'était magnifique, on partait ensemble à la mosquée, on priait ensemble, etc. On avait un beau programme avec les jeunes. C'est très bien, moi, les programmes que j'aime mettre en place pour les jeunes qui sont là-bas. Et petit à petit, il commence à s'intéresser. Il me dit, ouais, mais Adi, t'aurais pas un livre en français pour les invocations? Je dis, ouais, c'est faisable, on peut trouver ça. Au moment où moi je lui ramène un livre en français que j'ai trouvé avec difficulté sur place, je vois lui, il a déjà dégoté le livre en français. Tu l'as trouvé où? Il m'a dit, ouais, je suis parti chercher en librairie, à droite à gauche, j'ai pris un taxi, j'ai trouvé le livre. Magnifique. Pendant la prière, et là, moi, c'est rare que je rigole pendant mes prières, mais je rentre à la mosquée pour faire mes deux prières de salutation. Au moment de la prière, donc lui, il savait pas quoi prier. Donc je dis, tu me suis dans ma prière, il n'y a pas de problème, tu me suis et tu fais comme moi. Mais il savait pas quoi dire. Au moment de faire le recours, il sort le livre de poche et il lit pendant sa prière. Et moi, dans ma prière, je fais ça, je vois, il est en train de lire. Et j'explose de rire dans la prière. Je dis, mais c'est incroyable, c'est magnifique.
L'envie qu'il avait à ce moment-là, dans l'ambiance dans laquelle il était. Tu vois. Et il a changé carrément son style vestimentaire sur le moment. Il a voulu apprendre, il a voulu s'instruire. Et en rentrant, il s'est accroché à sa prière. Et jusqu'à aujourd'hui, il me dit, Mahdi, ce voyage, il a changé ma vie. Il a fait ça pour sa mère au début. Il a fait ça pour sa mère. Des fois, tu fais pas les choses pour toi. Et... Ouais, il a fait ça pour sa mère. Ce voyage, il a changé ma vie. Dis-toi que 2 années plus tard, c'est lui qui paye à sa mère le hajj. C'est incroyable. Donc, quand tu dois prendre une voie, cette voie, tu la prendras quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. Et ça m'a beaucoup touché parce que pendant la prière, il sort le livre pour lire. Bon, il lit en phonétique. Tu vois. Magnifique, hein? Ouais, ça me fait penser à moi, en fait. Ouais. Parce que j'ai fait les choses pour ma mère. L'époque où je ratais mon bac. J'ai pas raté mon bac parce que j'étais nul à l'école. Hein. Quand j'avais envie d'être bon, j'étais très bon. Mais voilà. C'était pour ma mère que j'ai fait les choses. Parce qu'elle était pas très heureuse à ce moment-là. Et alhamdoulilah, c'est moi que ça a aidé à la fin. T'as vu, c'est ça. C'est-à-dire, des fois, les choses, tu les fais pas pour toi, mais tu les fais pour une belle raison. Et cette belle raison, le revers du boomerang, elle t'aide à avancer. Le revers du boomerang, il est vrai dans les deux sens. Voilà, il est vrai dans les deux sens. Tu vois. Donc ça, c'était par rapport aux pèlerins. Maintenant, si tu me le permets, par rapport à moi. Hein, par rapport à moi, parce que ça, c'est quand même dingue. On est en voyage avec nos groupes, donc chaque guide a son groupe. Et sur certains voyages, notamment pendant le Ramadan, on peut avoir plusieurs groupes, donc plusieurs guides en même temps. Il y en a qui sont là pour 1 mois, il y en a pour 2 semaines, il y en a pour 10 jours. Et j'arrive avec mon groupe et je propose toujours beaucoup de choses pour mon groupe. Je propose aux autres guides, proposez à vos pèlerins, proposez-leur mon programme et ils peuvent venir se rajouter, il n'y a pas de problème. Comme moi, je peux leur proposer votre programme si vous en avez. Et là, la jalousie a commencé à apparaître. Tu vois. Non, il faut pas aller avec Mehdi. Il contacte l'agence. Non, pourquoi il fait ce programme-là alors que nous, on le fait pas? Pourquoi il parle avec nos pèlerins alors que je ne parlais pas avec leurs pèlerins? Il venait parler avec mes pèlerins. Ne faites pas ça, n'allez pas faire ceci, n'allez pas faire cela. Et donc, j'ai commencé à ressentir un peu de difficulté, tu vois. L'agence m'a clairement dit, ne fais pas ça pour que tout le monde ait le même programme. Je me dis, ouais, mais moi, j'ai promis à mes voyageurs à la base, à mes pèlerins, voilà le programme qu'on allait faire. Ils se sont inscrits pour ce qu'ils ont vu sur les réseaux, ils sont inscrits pour ce que j'ai promis. Donc, c'est ce dont quoi je me suis engagé avec eux. Ouais. Et donc, les autres guides ont commencé à mettre des bâtons dans les roues. Ont commencé à essayer de m'empêcher de faire ce que je voulais faire. Et j'ai écouté les consignes de l'agence. Hein. Ne fais pas, je n'ai pas fait. Mais j'ai été clair avec les pèlerins que c'est pas de ma faute. Qu'il fallait écouter les consignes. Et c'est l'un des gros déclics. Ce que j'allais dire, ouais. C'est l'un des gros déclics qui m'a poussé, je crois que c'était 6 mois après cet incident, à faire autre chose. T'as commencé à y penser fortement, quoi. Ah là, c'était trop dur parce que j'étais vraiment coincé. À tel point que... On te l'a reproché. Du coup, on te l'a reproché. Les pèlerins. Ah oui, ils m'ont dit, pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait pas ceci. Je leur ai dit, contactez l'agence et demandez-leur, tu vois. Donc, en fait, quand t'es guide, les pèlerins savent que t'es lié sur certaines choses. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, il faut des autorisations, etc. Tu vois. Mais maintenant, je laisse l'opportunité aux guides qui étaient dans le même cas que moi. Vous êtes avec votre groupe, faites ce que vous voulez. Apportez-leur votre force. Ouais. L'autre guide, il veut pas faire. C'est pas mon problème. C'est pas notre problème. Tant que ça empêche, tant que ça va dans mon sens. C'est très bien. C'est une valeur ajoutée pour moi. Donc, tel guide, il fait. Tel guide, il fait pas. Tant pis pour ce guide-là. Il aura pas une bonne réputation. Il aura pas une bonne note. Parce qu'il faut pas oublier que ce sont des voyageurs, des pèlerins qui ont posé de l'argent et qui après laissent des avis Google. Tu vois, après, ils laissent des avis. Et qui revient dans les avis? Le nom du guide, le nom de la personne qui les a accompagnés. Ouais. Donc nous, on donne toutes les cartes, tout ce qu'il faut pour que tu accompagnes de la meilleure des manières les pèlerins. Si un guide, il veut pas faire telle ou telle chose, tant pis pour lui. Tu vois. En général, comme c'est moi qui gère, donc on leur impose tel et tel programme, mais j'ai certains pèlerins qui viennent avec un institut ou avec un autre guide qui n'est pas un référent de chez nous,
et il fait pas ce que nous on lui a conseillé de faire. Bah clairement il va dire ouais mais pourquoi sur les stories de Mehdi ou sur les stories de l'agence je vois qu'ils ont fait tel et tel programme. Tu vois. Donc il faut proposer, il faut faire un bon programme, il faut remplir le programme. Voilà, il y a beaucoup de belles choses à faire et c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis senti obligé de me délivrer. Tu vois. Il y a eu beaucoup de confrontations. Tu vois, il y a eu beaucoup de confrontations et malheureusement je dis malheureusement, non, parce que c'est ce qui m'a poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Mais sur le moment, il y a eu des confrontations qu'il fallait gérer. Tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est beau. C'est derrière, toujours. Derrière ces difficultés, il y a toujours de belles choses qui se passent. Ouais. Ça fait presque 2 heures. Hein. Ça fait 1 heure, je crois, 1h45 ou 50, j'ai pas le temps incroyable. Exact, qu'on est en train d'échanger. On a encore plein de choses à se dire. Mais on va aller progressivement là, vers la clôture. Et pour la clôture, moi j'aimerais bien que tu nous récites un passage, une sourate, passage d'une sourate, pour qu'on puisse entendre quelques versets, ta voix, et puis que les gens puissent comprendre aussi tout ce qu'il y a derrière, parce que je pense que dans l'écoute, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Et j'aimerais bien qu'on clôture comme ça. Très bien. Je pense que ça sera le seul épisode de Nia où on clôturera de cette manière-là. Nia, l'intention. T'as vu, converger vers les meilleures intentions. C'est exactement, c'est ça. Et déjà, merci beaucoup Mehdi pour tout ce que tu partages, pour ce moment. Jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi le podcast le plus long. Il y a encore plein de questions à poser, mais c'est le podcast le plus long et je pense qu'il y en aura d'autres. Parce qu'en fait, sur chaque brique, j'avais envie de creuser. On peut sur creuser. La partie entrepreneuriat, je voulais creuser. Sur la partie religion, je voulais creuser. Sur la partie culture. En fait, voilà. Moi, je suis très content déjà de pouvoir échanger avec toi. Parce que je sais que voilà, nos vies se ressemblent énormément. On a chacun apporté à l'autre. Tu vois en détail tout ce que je fais. Je suis de très près tout ce que tu fais. Tu as rencontré énormément de monde. De belles choses arrivent de ton côté. Et le fait que tu veuilles aussi parler des personnes qui y a autour de toi, que tu as rencontrées, de leurs forces, de leurs réussites, de leurs échecs qui ont été des tremplins après, bah merci énormément. Et je pense que tous ceux qui te suivent et te regardent seraient très contents de te rencontrer, de te voir et de parler avec toi, d'avoir de ton énergie. Moi, j'ai la chance de t'avoir dans ma vie, t'avoir à mes côtés, n'importe quand, toujours, même si parfois tu réponds pas toujours au téléphone, mais on comprend. On comprend, il n'a jamais changé de numéro. Alhamdoulilah. Toujours le même. Mais on sait où te trouver et très très content que tu m'aies invité aujourd'hui. Merci Mehdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
صدق الله العظيم. Barakallahu fik. Toujours. À chaque fois qu'on se voit, je te demande tout le temps. Apaise le cœur. Ça fait du bien. Merci Medji d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Merci à toi. C'était un plaisir. Toujours, là je fais le youtubeur. Likez, abonnez-vous, suivez la page, suivez Medji Omra sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai tous les détails dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous. Si vous avez des rêves, des projets, allez-y, foncez, avec de l'intelligence du cerveau bien sûr. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.